cpan.fr. Et puis je n'oublie pas notre partenaire, le JDD.fr. Posez vos questions, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez bien sûr vous inscrire pour devenir des sentinelles citoyennes et parler justement de François Mitterrand. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires, bienvenue également sur les antennes de France O. C'est un moment tout à fait exceptionnel que nous vous proposons ce matin en direct du Jardin du Luxembourg à Paris. Nous allons vivre ensemble la 6e journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une journée de commémoration, vous le savez, désormais fixée le 10 mai, jour anniversaire du vote ici au Sénat et à l'unanimité de la loi Taubira, du nom de la députée de Guyane, Christiane Taubira, cette loi qui reconnaît désormais l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Alors, pour commenter avec moi cette matinée qui, autour du président de la République, réunira toute la matinée de très nombreuses personnalités, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau ma consoeur de France O, Nadia Lacroix. Bonjour Nadia. Bonjour Pierre. À vos côtés, l'historien, spécialiste de l'esclavage et de son abolition, Marcel Dorigny. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Nadia. Merci. Je le disais, grâce aux antennes de France O, eh bien, c'est toute l'outre-mer qui pourront assister à cette matinée de commémoration. Alors déjà, effectivement, on est diffusé en direct sur France O, donc en même temps, et puis en direct également sur Guadeloupe Première, et l'émission sera retransmise en différé sur les autres antennes des télépays durant la journée. Bien sûr, parce qu'il est encore tôt de l'autre côté de l'Atlantique. Il est 4h30 aux Antilles notamment. En tout cas, merci beaucoup Nadia de votre présence. J'ai également le grand plaisir de saluer Myriam Ankawa qui tout au long de cette matinée, eh bien, ira à la rencontre des très nombreuses personnalités présentes ici ce matin dans le Jardin du Luxembourg. Bonjour Myriam, je vois que vous avez beaucoup de chance car le soleil brille ce matin sur le Luxembourg. Absolument, Pierre-Henri. Bonjour à tous. Le soleil est en rendez-vous donc dans les Jardins du Luxembourg, ici au Sénat. Vous le voyez, beaucoup de monde ont été invités. Ils arrivent en ce moment même, ils vont prendre place. Un public de jeunes scolaires venus d'écoles de toute la France pour assister à cette cérémonie officielle de la mémoire de l'esclavage. Le président de la République devrait s'exprimer maintenant dans un peu moins d'une demi-heure. Parmi les personnalités conviées, les présidents des deux assemblées, bien évidemment, une grande partie du gouvernement, le monde de l'outre-mer et ses représentants, mais aussi des personnalités. On va essayer d'en interviewer quelques-unes. On a aperçu notamment le comédien François Cluzet ou le chanteur Philippe Laville. Et puis, au cours de cette cérémonie, avant que le président ne s'exprime, on va lui présenter un certain nombre de documents d'archives. Et c'est pour cela que je vais maintenant me tourner vers Françoise Vergès. Merci d'être avec nous pour cette courte interview. Françoise Vergès, vous êtes présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Vous avez beaucoup fait pour cette journée du 10 mai. On le voit ici, ces quelques documents des archives nationales et départementales. De quoi s'agit-il ? On voulait très rapidement, en quelques documents, retracer le chemin de l'esclave au citoyen. Vous avez un premier temps, c'est la traite, la capture, la traite. Le deuxième temps, c'est la plantation. Et le troisième temps, c'est la liberté et l'entrée dans la citoyenneté. Donc avec ce court parcours, on voit ce chemin qui dure quelques siècles, mais qui vraiment donc inscrit les esclaves profondément dans les idéaux que nous défendons de liberté, d'égalité et de fraternité. Question à l'historienne. Pourquoi la France a mis autant de temps avant de reconnaître l'esclavage avec cette journée du 10 mai, les traites négrières et leurs abolitions ? Je pense en partie un peu de honte. Vous ne pouvez pas, vous êtes quand même le pays qui a déclaré l'universalité des droits au monde et vous continuez à pratiquer l'esclavage. Donc je pense qu'il y avait une part de honte, une part de vouloir effacer. Mais comme on le sait souvent, en fait, connaître son histoire, c'est vraiment, en fait, prendre une responsabilité citoyenne, être pleinement citoyen. La loi Taubira a 10 ans, cette loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Quel bilan aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment que cette mémoire-là est passée auprès des jeunes publics notamment ?
Des progrès sont faits, vraiment, sans aucun doute, mais il y a encore beaucoup à faire, notamment, comme vous le dites, dans le monde de l'enseignement et de l'éducation. Nous sommes très très contents qu'il y ait des enfants. Chaque année, nous insistons pour que les enfants des écoles puissent assister à cette cérémonie et nous espérons qu'ils en retiendront quelque chose. L'éducation, encore, un gros effort à faire. Merci beaucoup Françoise Vergès. Et ces enfants, ces jeunes élèves, on essaiera de les interroger tout au long de cette matinée, Pierre-Henri. Oui, Myrial, parce que les enfants seront également nombreux parmi les personnalités ce matin dans le jardin du Luxembourg. Nadia Lacroix, c'est impressionnant de voir ces archives qui ressortent, qui sont présentées, qui le seront en tout cas tout à l'heure au président de la République. Impressionnant, je pense que c'est important. Oui. C'est très important parce que, comme l'a dit Françoise Vergès, c'est vraiment 3 étapes. Il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment 3 étapes essentielles. Et je pense que ça fait aussi partie des choses qui doivent être montrées et qui doivent rentrer justement dans la mémoire des gens, en ce jour de commémoration. Dans la mémoire des jeunes générations. Des jeunes générations, et comme elle l'évoquera. l'a souligné, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de l'enseignement justement de cette période. La traite, le commerce triangulaire, l'abolition, la liberté, et quand même... Et qui reste mal connu quand même. Qui reste mal connu, qui reste vraiment mal connu, parce que quand on regarde globalement, quand on demande à des jeunes l'abolition c'est quoi, la traite négrière c'est quoi, finalement ils en savent très peu. Et c'est vrai que outre-mer, il y a peut-être eu un petit peu plus, l'accent a été un petit peu plus mis sur cet enseignement, mais ça reste encore quelque chose qu'il faut approfondir et qu'il faut accentuer. Alors, vous venez de voir sur les images bien l'arrivée de Gérard Larcher, le président du Sénat, dans le jardin du Luxembourg. Il va rejoindre son collègue de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Je vous rappelle que le président de la République doit arriver aux alentours de 11h. Le Premier ministre François Fillon, accompagné d'une partie de son gouvernement, sera là quelques minutes auparavant. Marcel Dorigny, c'est une commémoration un peu particulière cette année, avec une ampleur particulière, visiblement. Il y a, j'allais dire, d'une part, ce 10e anniversaire de cette fameuse loi Taubira qui dit que désormais l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, et tout ça s'inscrivant dans cette fameuse année de l'outre-mer. Voilà, il y a une double conjoncture, les 10 ans de la loi dite Taubira, et puis l'année des outre-mer, qui ne peut évidemment qu'aller dans le même sens, puisque les outre-mer français d'aujourd'hui sont en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie, les terres de l'esclavage historique. Je dis pas entièrement, puisqu'il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'il y a les terres australes, il y a le Pacifique qui n'a pas connu cet esclavage de plantation, mais quand même le cœur de l'outre-mer sont les départements d'outre-mer qui ont été les sociétés de plantation de l'Empire colonial français, à l'exception, notons-le, d'Haïti, qui a été la plus grande des colonies esclaves de toute l'Amérique et qui est un territoire francophone, mais qui n'est plus dans l'outre-mer français, puisqu'il est indépendant depuis 1804, dans un contexte très particulier lié à cette histoire. Et il ne faut jamais oublier Haïti dans les célébrations françaises de la mémoire de l'esclavage. Haïti fait partie intégrante de cette histoire, douloureusement, très douloureusement. Puis, faut-il le rappeler, il y a quelques semaines encore, c'était l'hommage national rendu à Aimé Césaire, au Panthéon. Voilà, Aimé Césaire qui est martiniquais, mais qui est un poète, un écrivain et un homme politique engagé dans une réflexion de portée universelle. On ne peut pas réduire Césaire à la Martinique toute seule, même si on ne peut pas le séparer, bien sûr, de sa terre d'origine, mais la pensée de Césaire, la réflexion de Césaire a une valeur universelle. Et c'est ce qui fait, évidemment, l'importance de la cérémonie du Panthéon. Voilà, et au moment où nous parlons, eh bien, Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, est accueillie par Gérard Larcher, le président du Sénat, dans ce jardin du Luxembourg, où il commence à avoir beaucoup de monde dans le jardin du Luxembourg. Myriam Ankawa, avec votre invité tout de suite. Oui, Pierre-Henri, nous sommes ici dans la tribune VIP, si j'ose dire. Le gouvernement est attendu et je suis en compagnie de Madame Chantal Berthelot, députée socialiste de la Guyane. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous êtes avec Christiane Taubira, en quelque sorte, à l'origine de cette loi qui a permis à faire de l'esclavage un crime contre l'humanité. En tous les cas, vous l'aviez portée avec elle. Pour vous, en quoi c'est important de célébrer cette mémoire-là chaque année, le 10 mai ?
Je voudrais vous rappeler que malheureusement, à cette époque, je n'étais pas parlementaire. Donc, Madame Taubira a seul le bénéfice de ce travail en 2001, de cette loi. Mais toute la Guyane, à l'époque, était derrière Madame Taubira, notre parlementaire, qui a porté cette loi. Cette journée est importante parce qu'elle marque au sein de la République, dans le cœur de la République, une des chambres qui est le Sénat, la reconnaissance de la France de ce crime contre l'humanité. C'est de la loi, donc, Taubira. Et l'importance de devoir aussi de mémoire, sans pour autant, je dirais, que ce soit un poids, mais il faut que chacun nous regardions notre histoire ensemble pour mieux préparer l'avenir et pour mieux se connaître. Donc je crois que c'est important ce type de journée. Cette journée nationale, elle peut renforcer la cohésion nationale dans notre pays? Absolument, je crois qu'il est nécessaire puisque la cohésion d'un territoire, c'est son histoire partagée. Son histoire partagée, c'est ce qui est au soleil comme c'est ce qui est à l'ombre. Et donc c'est important qu'effectivement, ce genre de journée, car ça permet à tout le monde de connaître l'histoire, de s'en approprier et surtout d'éviter qu'elle recommence, surtout dans les endroits les plus sombres de notre histoire. Et de lutter aussi contre certaines formes de racisme pour donner une dimension plus contemporaine à ces combats? Absolument, je crois qu'il faut se rappeler que le racisme, malheureusement, n'est pas mort et qu'il faut continuer tous les jours de le combattre, car c'est la meilleure forme qu'on a aussi de rendre hommage et mémoire à ceux qui se sont battus contre ce racisme. Merci beaucoup, Madame Berthelot. Pierre-Henri, nous continuons bien sûr à essayer de rencontrer un maximum d'invités avant l'intervention du chef de l'État. Eh oui, Myriam, il y a du monde, je le disais au Journal du Luxembourg ce matin. Marcel Dorigny, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la France véritablement regarde en face son passé, pour reprendre une expression de Nicolas Sarkozy? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que depuis une bonne vingtaine d'années que je travaille sur ces questions, la conscience, la connaissance a beaucoup progressé. Il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus de 20 ans, quand la France célébrait le bicentenaire de la Révolution française, qui avait été placé, je vous le rappelle, sous l'égide des droits de l'homme, la question s'était posée à ce moment-là par quelques-uns, de l'adéquation ou de l'inadéquation entre célébrer les droits de l'homme et maintenir l'esclavage. Car la Révolution de 89 n'a pas aboli l'esclavage, elle l'a aboli 4 ans après, sous la pression des événements de Saint-Domingue, donc d'Haïti aujourd'hui. Et à l'époque, ceux qui se posaient la question, qui ont organisé quelques débats, quelques colloques, publié quelques ouvrages, organisé de petites expositions, enfin pas forcément petites, mais relativement modestes, étaient relativement isolés. Aujourd'hui, 22, 23 ans après, le processus de prise de conscience s'est approfondi. Il y a eu, ne l'oublions pas, une étape décisive qui est 98, le 150e anniversaire de l'abolition, de la deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, qui a donné lieu à une mobilisation bien au-delà des cercles officiels. Parce qu'il y a eu la célébration par l'État, qui a été importante, et puis il y a eu un tissu social qui s'est répandu dans tout le territoire, d'associations, de municipalités, de départements, de comités d'entreprise, de syndicats qui ont organisé des débats, des spectacles, des expositions modestes parfois beaucoup plus grandes sur cette question. Voilà, et c'est le déclic. Disons, il y a une montée en puissance. 98 est une étape, et c'est de 98 qu'est sortie la loi Taubira. Je rappellerai que la première lecture de la loi Taubira à l'Assemblée nationale, c'est le 18 février 1999. Première lecture, premier vote. Je pense aussi que c'est aussi pour ça que je suis d'accord avec Marcel Dorigny, c'est-à-dire que il y a eu ce déclic et en même temps il y a eu une prise en main de la part des associations, de la part aussi de certaines municipalités, de certaines villes, voilà, notamment comme Nantes, oui. qui est la seule ville française à avoir proposé de construire un mémorial. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ça rentre petit à petit dans les consciences. Mais il y a encore un long parcours à faire. C'est encore très, très long. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des étapes. Françoise Vergès parlait tout à l'heure de la traite, de la plantation, de l'abolition, de la liberté. Là, on est vraiment dans le même cheminement. C'est-à-dire qu'on a des étapes. Il faut accepter au fur et à mesure que cette partie de l'histoire de France fait vraiment partie de nous-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose qui est déjà intégré, un peu plus intégré, en tout cas en Outre-mer, on a beaucoup plus ça dans les consciences. C'est célébré de façon un petit peu différente, mais c'est aussi ça. Il faut que la France arrive à... je vais dire la France, quand je dis la France, je veux dire l'Hexagone arrive à se rendre compte que ce n'est pas en célébrant, en commémorant ce jour ou en commémorant cette
partie de son histoire, que ça veut dire que il y aura des excuses à prononcer ou qu'il y a une repentance à avoir, etc. Je pense que c'est important. Merci beaucoup Nadia. À l'image, Frédéric Mitterrand qui vient d'arriver également sur place, qui va répondre à quelques questions de Myriam. Myriam, c'est à vous. Je suis Frédéric. Nous sommes un petit peu à l'extérieur, que c'est ici qu'une partie, ainsi que Gérard Larcher, le président, attendent le chef. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce important pour vous de célébrer de l'esclavage chaque année? C'est très important parce que d'abord, il y a encore des esclaves dans le monde qui ne sont pas déclarés esclaves. Il y a des enfants qui travaillent dans des conditions absolument abominables contre ces trafics affreux. Il y a des femmes qui, dans d'autres pays ou dans les mêmes, sont soumises à des traitements qui relèvent de l'esclavage. Problème de son, de liaison. Marcel Dorini, je voudrais qu'on revienne sur cette date du 10 mai. Pourquoi c'est cette date qui a été choisie et pas finalement une autre date emblématique que vous avez évoquée tout à l'heure, celle du 27 avril 1848, la fameuse résolution de Victor Schœlcher. Le choix a été difficile. Oui, le choix était très difficile. On a beaucoup réfléchi sur Alors cette voilà, date. la loi Taubira, je rappelle, prévoit un comité pour la mémoire de l'esclavage. C'était le premier comité, j'en faisais partie, donc j'ai assisté bien sûr. et participé aux débats qui ont abouti à ce choix. En apparence, choisir une date, ça paraît simple. Le comité a mis 18 mois pour arriver à un accord quasi consensuel autour du 10 mai. Alors, pourquoi ? Alors, d'abord, il y a des dates qui étaient impossibles à retenir. Celles qui sont déjà retenues dans chacun des départements d'outre-mer. Depuis 1983, chaque département d'outre-mer célèbre par un jour férié l'abolition de l'esclavage. Chacun a choisi son jour. Le 22 mai en Martinique, le 27 en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à La Réunion. Et qui correspondent pour certains à la date où Voilà. le gouverneur a appliqué. Oui, où la population a imposé, comme c'est le cas du 22 mai en Martinique, puisque le gouverneur n'a promulgué la loi que le 23, mais l'abolition était la veille. C'est très important pour les Martiniquais, c'est-à-dire qu'ils ont anticipé la loi. Et donc ce 10 mai. Ces dates-là étaient impossibles. Alors, il y avait aussi d'autres dates qui étaient absolument impossibles, ces dates qui tombent pendant les congés d'été. Sinon, voilà, je pense évidemment au 23 août, qui est la date retenue par l'ONU et par l'UNESCO comme journée mondiale de la mémoire de l'esclavage. 23 août, c'est le point de départ de la grande insurrection des esclaves de Saint-Domingue qui aboutira à l'abolition, puis à l'indépendance d'Haïti. Première et dernière insurrection des esclaves victorieuse. Donc c'est une date symbolique. 23 août, c'est impossible ici. On ne peut pas faire une célébration le 23 août, il n'y aura personne. Il faut être réaliste. Donc les alliés ont convergé vers cette date voilà. du 10 mai. La première convergence, c'était le 27 avril. Le premier choix du comité, je ne dévoile pas de secret, ça a été publié tout cela, ça a été le 27 avril. Personnellement, je n'avais pas voté pour ce 27 avril, mais il a été voté à la majorité, à la majorité, et il s'est avéré qu'il était extrêmement difficile, dans le contexte actuel, aux Antilles, notamment en Martinique et en Guadeloupe, de maintenir le 27 avril, qui est interprété, à tort ou à raison. L'historien n'est pas là pour juger, mais on ne peut que constater que le 27 avril est assimilé au schœlcherisme, c'est-à-dire au paternalisme du grand blanc qui vient libérer les petits noirs. C'est une date qui passait mal. C'est une date qui passait pas. Qui passait pas. Il y a eu un tir de barrage d'associations qui étaient peut-être pas représentatives, mais elles étaient bruyantes, qui s'opposaient au 27 avril. Alors qu'apparemment les élus d'outre-mer étaient plutôt pour. Donc il a fallu remettre à plat, repartir à zéro et rediscuter. Et finalement, le comité s'est dit que plutôt que de choisir une date historique qui ne faisait en aucun cas consensus. On ne pouvait pas en trouver qui faisait consensus. Le 23 août, peut-être, à la mémoire des esclaves de Saint-Domingue, qui sont les précurseurs, mais bon, pour les raisons que j'ai évoquées, c'était impossible. Et ça veut dire que le 10 mai a été une date prise par défaut. On s'est dit, voilà, non, pas par défaut. On s'est dit qu'après tout, une date qui ouvre vers l'avenir, qui ouvre pour la première fois cette législation condamnant l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'était la seule loi à l'époque. Je crois que depuis, le Sénégal en a voté une, mais
Voilà, c'était nouveau. Voilà. Donc on Et regardait cette vers date, l'avenir. On la doit à la personne que vous voyez à l'image, Voilà, Christiane Taubira, que l'on va voir passer. qui vient d'arriver ici et qui salue les membres du gouvernement présents. On vient de voir arriver Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, François Baroin, bien sûr, qui est là. Le Premier ministre ne devrait pas tarder. Je vous rappelle que le président de la République est attendu aux alentours de 11h ici à Paris, au Jardin du Luxembourg. Revenons un instant sur ces dates dans les territoires et départements d'outre-mer, des dates dites différentes qui correspondent à des événements historiques différents. Est-ce que ces commémorations organisées sur place rencontrent une grande adhésion des populations ? Généralement, oui. Généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en Outre-mer, ça fait très longtemps. Oui. Très très longtemps, depuis 83. 83, la date officielle. Voilà, la date officielle. Et même avant, on va dire, certains mouvements indépendantistes ou autonomistes s'en étaient déjà emparés. Et c'est vraiment l'occasion de se rappeler. En Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, par exemple, on fait souvent ce qu'on appelle les retraites au flambeau. Donc, c'est une marche qui est organisée la nuit, parfois sur plusieurs jours, avec des flambeaux. C'est vraiment important parce que on n'attend pas cette date pour se rappeler, on attend juste cette date pour marquer le point où on a accédé à la liberté. Comme disait Marcel Dorini, la Martinique a un peu anticipé. On célèbre en Martinique le 22 mai, alors que finalement c'est le 23 mai 1848, premier jour de liberté pour les esclaves. Mais finalement, ce sont des dates qui correspondent vraiment à l'application, en tout cas à la prise en compte par le gouverneur de ce décret. Et c'est important, c'est vraiment important. Dès le plus jeune âge, on sait qu'il y a l'abolition de l'esclavage, qu'on célèbre ce moment. Et c'est vraiment des moments qui donnent lieu à des manifestations dans toutes les îles. Et en Guyane, en tout cas, qui n'est pas une île, mais en tout cas, dans tout le territoire, dans toutes les collectivités. C'est vraiment célébré. Moi, je peux témoigner, j'avais été invité à participer au 22 mai en Martinique il y a quelques années. Oui. C'était très impressionnant. D'abord, rappelons que c'est un jour férié. Oui. Le 10 mai ici n'est pas férié. Nous n'avons pas souhaité d'ailleurs qu'il soit férié, puisqu'il faut que les écoles soient là pour évoquer, pas transformer un week-end prolongé en quelque sorte, ce 10 mai. Mais en Martinique, je me souviens d'avoir vu des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Fort-de-France. La grande place était noire de monde. Ouais. Il y avait de grands spectacles, il y avait des défilés au flambeau, comme vous avez dit. Il y avait des spectacles de danse. C'était très impressionnant. Et toutes les communes fêtent. Toutes les communes fêtent. C'est vraiment une mobilisation. C'est vraiment un jour où tout le monde s'approprie. Et c'est festif, c'est très festif. Voilà, c'est festif. Alors de la danse et des chants, il y en aura tout à l'heure ici au Jardin du Luxembourg, à Paris. Je vous propose de revenir quelques années en arrière. C'était Jacques Martial qui était là, le comédien, et qui participait à cette journée de commémoration du 10 mai. Je vous propose de le réécouter. Il déclamait à l'époque un poème, des écrits d'Aimé Césaire. Écoutez. Cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie, que nous sommes un fumier ambulant, hideusement prometteur de cannes tendres et de coton soyeux, et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais, et la viande salée d'Irlande coûtait moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. Voilà, c'était en 2006. Vous y étiez, Marcel Dorini. J'étais avec le comité. On vient d'entendre des écrits d'Aimé Césaire, des écrits extrêmement durs, militants en tout cas. Oui, n'oublions pas que Aimé Césaire n'était pas le poète du consensus, c'était un poète de combat qui a écrit des textes majeurs, d'abord contre le colonialisme. Rappelons-nous quand même son discours sur le colonialisme, à l'époque où la colonisation était une réalité, on est avant les indépendances africaines et autres. Et puis il a écrit sur l'esclavage, ou plus exactement pour dénoncer l'esclavage. Il a écrit un ouvrage qui, même si du point de vue de l'érudition on peut toujours discuter aujourd'hui, bien sûr les travaux d'historiens ont beaucoup progressé, mais surtout sans l'ouverture. En 61, il est quand même le premier en langue française à faire la jonction entre Révolution française,
abolition de l'esclavage, et puis le processus d'indépendance d'Haïti, à travers la personne de Toussaint Louverture, qui aujourd'hui, tout de même, a une plaque à son nom au Panthéon. Donc les choses ont changé. Nadia, quelle figure Aimé Césaire qui repose dans les terres antillaises aujourd'hui? Aimé Césaire, c'est, je me permets, Aimé Césaire, c'est toute mon enfance. C'est aussi quelqu'un qui nous a, comme disait Marcel Dorini, c'est-à-dire qu'il y a un engagement dans les textes, dans les poèmes, dans les écrits d'Aimé Césaire. Il y a un engagement contre le colonialisme, mais il y a un engagement aussi pour que les ultramarins puissent justement se rendre compte de ce qu'ils sont, pour que l'homme sorti de l'esclavage, issu de l'esclavage, puisse vraiment prendre conscience de ce qu'il est, de sa valeur. Et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on dit que Aimé Césaire, c'est difficile de le lire. Je pense qu'en fait, Aimé Césaire, on le lit, on y revient, et on revient encore vers lui. Et à chaque fois, on a encore d'autres sensations. Vraiment, c'est quelque chose... Ces écrits sont très imagés. Cahier d'un retour au pays natal, c'est vraiment un ouvrage qui est vraiment imagé. Et ça nous donne en fait aussi conscience de ce qu'on est, de notre valeur, et pour qu'on puisse être fier de ce qu'on est. Issu de l'esclavage ou pas, issu du métissage ou pas, peu importe, mais qu'on soit vraiment conscient de ce que nous valons en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Cette négation qu'on a pendant 4 siècles rabâchée dans la tête des esclaves, qu'on ne vaut rien, comme le disait Jacques Martial, on valait moins cher que la viande salée, c'est ça, c'est le fait de dire on vaut quelque chose. Et il faut vraiment être fier de ce que vous valez. Même le petit éboueur, même l'historien, le journaliste, le médecin, vous valez quelque chose. Et il faut le mettre en avant. Et c'est ça qu'il faut vraiment montrer à la face du monde. Et quand il dit l'heure de nous-mêmes est venue, c'est pas tellement le côté révolutionnaire. Hein. Il l'avait à sa manière, avec ses mots. Mais c'est surtout, mettez-vous debout, allons-y. Il est temps de se prendre en main soi-même et de se dire, bon voilà, nous sommes des hommes et nous valons quelque chose. Aimé Césaire est lu aujourd'hui, outre-mer, bien sûr. Aimé Césaire est lu, oui. Il est lu outre-mer. Y compris par les jeunes, y compris par les enfants. Vous évoquiez votre enfance à l'instant. Oui, parce que, enfin, personnellement, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des parents qui m'ont initié à ça, qui m'ont initié à du Césaire, qui m'ont initié à du Glissant. Mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus une obligation. C'est vrai que là-bas, on l'appelle Papa Césaire. Et même si, bon, je veux dire, il est mort, il est dans les consciences, il est là, il est toujours présent. Donc oui, on le lit. Mon sens, pas autant qu'il le faudrait, mais c'est un avis personnel. Mais je pense qu'on le lit plus en Outre-mer que dans l'Hexagone. On aborde plus souvent les poèmes de Césaire, les écrits de Césaire, les pièces de théâtre de Césaire, parce qu'il a aussi écrit des pièces de théâtre, qu'en Outre-mer que dans l'Hexagone. On sent un regret dans ce que vous dites, bien sûr. Non, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un cheminement. On est sur une voie, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps pour qu'on puisse se rendre compte. Les programmes scolaires ont intégré maintenant des textes de Césaire, mais ça a été compliqué, puisqu'il y a eu quelques polémiques d'un ministre qui avait fait retirer des textes de Césaire il y a quelques années. Alors Marcel Dorini, justement, parlons-en de ces programmes scolaires, parce que c'est une des missions du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, c'est de répandre cette connaissance de l'esclavage et de ses abolitions. Alors, où en est-on, par exemple, dans les manuels scolaires aujourd'hui? Alors voilà, le comité, quand il a été mis en place, donc en 2004, a commencé par un inventaire qui est publié dans le premier rapport du comité, qui a été diffusé en librairie largement. Donc un inventaire de ce qui existe, en prenant les 20 dernières années. Nous ne sommes pas remontés évidemment à la Troisième République, mais en gros les 20 dernières années, qu'y a-t-il dans les manuels scolaires des différents niveaux, primaire, collège et lycée? On peut imaginer qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y a plus qu'on ne croit. Oui. Le programme n'ignore pas le sujet, mais ce qui nous a frappé, c'est le relatif désordre. C'est-à-dire qu'on apprend, par exemple, à un moment aux enfants, aux élèves, aux adolescents, on va dire, qu'on a aboli l'esclavage. En 1848, c'est très bien. Sauf qu'on ne leur a pas appris avant ce qu'était l'esclavage. Là, il y a l'objectif
de la réforme des programmes est de rendre cohérente cette histoire, de faire que les enfants ou les élèves de lycée comprennent que la traite est destinée à fournir de la main-d'œuvre, que la main-d'œuvre est destinée à fournir du sucre, du café, du cacao, et que cela contribue au fonctionnement de l'économie d'un pays. Et que, en même temps, ou tout au moins dans la dernière période, il y a eu des gens qui se sont mobilisés contre cette histoire, contre cette pratique, les abolitionnistes, le mouvement des Lumières. Donc ces programmes ont été remis à plat. Les programmes ont été remis à plat, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais c'est vrai que l'éducation nationale est tiraillée entre des injonctions contradictoires, que les programmes ne sont pas extensifs. Les programmes, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre. Parce que si on rajoute un gros morceau, il faut en enlever un autre. On ne peut jamais enlever. On n'enlève pas des morceaux de programme. Quand ils sont là, ils sont là. Hein. Et donc, il faut essayer de trouver une place. Hein. Mais je pense quand même que dans les dernières éditions, depuis 3 ou 4 ans, des nouveaux programmes, des nouveaux manuels, donc, puisque les éditeurs suivent les programmes tout de même, heureusement, il y a de grands progrès. En particulier, plusieurs éditeurs ont consacré des chapitres entiers à la question. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. On n'a pas la traite à un moment, et puis 2 ans plus tard, l'abolition, comme c'était le cas, vous voyez. Hein. Et il y a aussi une interaction qui doit être menée constamment entre les programmes d'histoire, les programmes d'instruction civique, où les droits de l'homme font partie intégrante des programmes, et les programmes de lettres, de littérature, où on apprend aux élèves à lire des textes dans tous les domaines, y compris cela. Alors souvent, les professeurs de français faisaient leur travail. Il y avait des textes sur l'esclavage, des textes de Voltaire ou d'autres, du 19e siècle, mais il n'y avait pas le contact avec l'histoire, donc ça arrivait un peu comme ça. Bon, maintenant, il y a une volonté de cohérence. Il y a cette cohérence. Une volonté de cohérence. Alors bien entendu, les programmes sont ce que en font les enseignants, puisqu'il y a quand même en France une liberté de l'enseignant qui doit suivre le programme, mais il ne le répète pas comme un automate. Alors les donc, enseignants, il y a une marge justement, les enseignants, ils éduquent, ils enseignent. Eh bien, c'est très variable. C'est très variable selon leur formation personnelle, selon leur sensibilité personnelle. Il y a quand même des centaines de milliers d'enseignants en France. Il n'y a pas une réponse unanime. On peut peut-être s'en réjouir qu'il n'y ait pas un catéchisme en quelque sorte qui est répété par tout le monde, comme c'était le cas. Une histoire officielle. Hein. Voilà, il n'y a pas d'histoire officielle. Il y a des programmes officiels, mais dans ces programmes officiels, il y a une appréciation pédagogique. Voilà, vous voyez à l'instant même l'arrivée du président de la République, Nicolas Sarkozy. On se trouve là, j'allais dire, dans l'aile sud du jardin du Luxembourg, côté observatoire. Si vous connaissez la géographie des lieux, le président qui salue les membres du gouvernement présents, Marie-Luce Panchard. Le président qui s'exprimera tout à l'heure au cours d'un discours d'une vingtaine de minutes. Le président, on l'a déjà dit grâce à Myriam, qui se verra présenter tout à l'heure par Françoise Vergès, la présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, eh bien, ces fameux documents administratifs, si je puis dire, relatifs à l'esclavage. On y trouve un petit peu de tout. Hein. On y trouve des actes de naissance d'esclaves, on y trouve des actes de décès, on y trouve des avis de vente. Par exemple, dans les journaux locaux de vente d'esclaves, il y a encore finalement pas si longtemps que ça, hein, dans ces territoires d'outre-mer. On y trouve également des avis d'évasion, ces esclaves qui essayaient par tous les moyens à l'époque de s'émanciper, de retrouver une liberté qu'ils n'avaient pas. Donc l'aspect archive, l'aspect historique des choses reste évidemment, Marcel Dorigny, un aspect essentiel pour bien comprendre de la manière la plus précise et la plus honnête possible cette histoire sombre, j'allais dire, de la France. Bien sûr, il n'y a pas d'histoire sans archives. Alors, il faut rappeler une chose qui est absolument essentielle, c'est que l'esclavage, pour la France jusqu'en 1848, est légal. C'est une pratique légale. La traite était légale jusqu'en 1815. Donc, une activité légale, commerciale, agricole, industrielle, comme c'est le cas de la plantation, laisse énormément de traces. Il y a des archives partout. Archives de plantation, des archives des lettres de commerce entre les négociants. Voilà, tout était répertorié. Tout est absolument répertorié. Oui. La traite négrière est enregistrée au jour le jour. Les journaux de bord, les archives de l'amirauté, les archives des compagnies d'assurance. N'oublions pas qu'un navire négrier coûte très cher, donc il est assuré. Tout ça a laissé des traces
partout en Europe. Voilà, grâce en particulier à Françoise Vergès, que vous voyez à l'écran, Nicolas Sarkozy qui salue Christiane Taubira. Vous le savez, on ne le répète jamais assez, à l'origine de cette fameuse loi qui fait désormais de l'esclavage un crime contre l'humanité. C'est un peu Françoise Vergès qui va guider le président au cours de cette cérémonie. Alors on vient d'évoquer les archives, les documents qui seront présentés à Nicolas Sarkozy dans quelques instants, mais également il y aura de la couleur, il y aura de la joie, il y aura de la danse, il y aura des chants. Ça aussi, c'est l'outre-mer, j'allais dire. C'est aussi l'outre-mer, c'est aussi ça. Juste pour revenir par rapport à ce que Marcel Dorigny disait, je pense que c'est... Alors, à la gauche du président, c'est Greg Germain, l'acteur, comédien, oui. qui lui aussi s'est beaucoup investi dans... Et on va... Leur lutte, leur souffrance ont presque été effacées de l'histoire. Mais il subsiste ça et là dans des archives, nos archives. Je vous propose d'en consulter quelques-unes. Allez-y. La traite et l'esclavage ont été régis par des textes juridiques et transcrits dans des documents administratifs. La sécheresse de ces actes rend cette évocation presque insupportable, Monsieur le Président. Mais mieux qu'autre chose, ils disent de manière laconique l'organisation brutale et la logique comptable du système esclavagiste. Tout d'abord, un journal des routes, comme vous pouvez le voir, un extrait du journal de bord d'un vaisseau négrier parti de la côte du Mozambique vers les colonies des Caraïbes. Ce premier document, c'est la couverture d'un journal de bord avec la première page où le capitaine récapitule sa mission au nom du roi. Et puis ici, sur le troisième document, toujours extrait du journal de bord, la liste des esclaves morts pendant la traversée. Chaque esclave est identifié par un numéro. En 30 jours de traversée, le capitaine décompte déjà 21 morts, presque un par jour. Le dernier document est le tableau fait par un capitaine où il donne les détails de sa cargaison des 200 esclaves. Comme vous pouvez le voir, 130 hommes adultes, 33 négrillons, 31 négresses, 6 négritons. Et puis ces deux documents qui concernent la vente des esclaves. Le premier, c'est la liste des annonces faites dans un journal portant sur les bateaux au départ ou à l'arrivée, sur les offres de fret, les ventes de vin, ou cette vente au comptant ou en espèces ou en traite de nègres, négresses, mulâtresses et leurs enfants. Vous voyez qu'ils sont domestiques, perruquiers, cuisiniers, blanchisseuses, nourrices et couturières. On peut les vendre ensemble ou séparés. Et puis ici, une vente sur licitation sur 2 habitations sucreries en Martinique. La première de 284 hectares avec des cases à farine, des moulins, sucreries, étuves, 3 parcs et bien entendu une case cachot. Toujours une chambre de discipline. Monsieur le Président, cette autre série de documents nous apprend un peu plus sur la vie des esclaves dans les plantations. Un esclave sur 2 dans les colonies françaises est né dans une plantation. Après le décret abolissant l'esclavage, le 27 avril 1848, la situation change. Vous voyez ce registre de Fort-de-France en Martinique qui date du 24 mai 1848. 2 actes de naissance concernant 2 enfants d'esclaves à peine libres, 2 filles, chacune prénommée Marie par le propriétaire. Les 2 documents suivants, extraits de registres d'habitation, dressent l'inventaire des biens meubles. Les esclaves y sont classés par genre, les hommes d'abord, puis les femmes, puis les enfants, et par fonction. Ils travaillent aux champs, aux ateliers, aux moulins ou comme domestiques. Leur âge est signalé ainsi que leur origine. Créole, Monsieur le Président, signifie né dans l'île. Les autres sont dénommés Congo, Sénégalais, Ibo, Bambara, Mandingue. Aux côtés des esclaves, biens meubles sont dénombrés les animaux, mulets, bœufs, chevaux. Les 2 documents suivants sont extraits d'une déclaration de 1838 pour les contributions directes dues pour une sucrerie en Martinique. Les esclaves en âge de travailler faisaient l'objet d'une imposition, pas les enfants de moins de 14 ans. Et comme vous pouvez le voir, pour ne pas avoir à payer l'impôt le concernant, ce propriétaire signale même un esclave marron, c'est-à-dire en fuite. Et puis la 3e série de documents, qui est la partie officielle. Cette partie, Monsieur le Président, c'est la liberté,
l'abolition bien entendu et puis le marronnage. Un esclave pouvait partir marron pendant des jours ou des années. Certains esclaves marrons ont formé de véritables communautés. La communauté Bushinangue en Guyane, par exemple, ou encore d'autres esclaves à La Réunion, dans l'île Bourbon. Les peines reçues par le Code noir pour s'évader, c'est-à-dire pour marronner, étaient terribles. Le fouet, bien sûr, mais aussi oreilles ou jarrets coupés, le port journalier de chaînes et de boulets, et au prochain marronnage, la mort. Cette affiche placée à Cayenne, le 17 août 1832, dresse la liste des marrons arrêtés ou rentrés sur leur plantation. Voyez, Rongou est parti marron malgré un collier de fer et une chaîne au pied. Ce second document concerne l'île Bourbon, La Réunion, qui a gardé la mémoire du marronnage. Encore aujourd'hui, certaines montagnes de La Réunion portent le nom de chefs marrons. Simandef, Dimiti, Lanching, etc. Ce document de 1837 indique les primes promises aux chasseurs de nègres marrons par les propriétaires. La fin de l'esclavage, c'est l'accès à l'existence civile, à la reconnaissance de la dignité d'être humain. Notre dernière série de documents présente une série d'actes d'affranchissement et des registres d'état civil. Ces 2 pages concernent la commune du François, avec d'anciens esclaves qui ont entre 11 et 80 ans. Le dernier document, Monsieur le Président, comme vous pouvez le voir, est un des registres des nouveaux libres de Guyane. Sur cette page, un groupe d'esclaves reçoit le nom de Eboué. Ce sont les grands-parents directs d'un célèbre résistant de la Seconde Guerre mondiale, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, Félix Eboué, qui repose aujourd'hui au Panthéon. Monsieur le Président, ce combat des esclaves pour la dignité, ce combat des esclaves dont la destinée devait être de ne laisser aucune trace dans l'histoire de l'humanité entre le passage de leur vie et de leur mort, ce combat a traversé les âges et a contribué, comme les autres luttes en France, à la réalisation de l'idéal de notre République. Merci beaucoup. Voilà, Greg Germain, le comédien qui vient de présenter ces documents très impressionnants. Et là, on voit l'image Maryse Condé. Sarkozy, oui, qui salue Maryse Condé. Qui salue Maryse Condé, Nicolas Sarkozy, qui a été la première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Et donc, qui a fait beaucoup pour cette reconnaissance. Dans quelques instants, on va écouter de la musique d'un groupe de femmes créoles, avec des tambours. Il faut rappeler, vous le disiez à l'instant Nadia, c'est que le tambour c'était un moyen de communication entre les gens, à tel point que vous me le disiez, Marcel Dorigny, que même on a essayé d'interdire le tambour pour interdire aux gens de communiquer. Alors et en plus ce qui est frappant, c'est magnifique. Moi ça me parle, c'est-à-dire qu'elles sont en blanc, elles sont habillées effectivement d'une manière, c'est aussi ça, c'est tout un rituel, ça rappelle vraiment, c'est vraiment pour rappeler cette période. Ouais. Et le tambour, c'était important parce que c'est comme ça que les esclaves communiquaient. Michel, si Congo, Bagre Tango. Chaque tête dans l'esprit, c'est ça la nature. Faut pas blâmer Michel, si Congo, Bagre Tango. Atila Igo, Atila Igo, Atila Igo, Atila Igo,
Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Pablo me lo messi, bugo, panisaïgo. On loi pour chaque vie, c'est ça la nature. Pablo me lo messi, bugo, panisaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Pablo me la desi coco à Basabico. On loi pour chaque vie, c'est ça la nature. Pablo me la desi coco à Basabico. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo, tila, tila, tilaïgo. Atilaïgo. Tilai, Tilaigo. 10, ce groupe de femmes, Fan Kika, hein, avec ces fameux tambours qui sont extrêmement symboliques de cette période esclavagiste où vous le rappeliez, Marcel Dorigny, ces tambours étaient un mode, un moyen de communication. Dans quelques instants, c'est le président de la République qui va s'exprimer pendant une vingtaine de minutes. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Ils furent des millions, ils furent enchaînés, ils furent déportés d'un continent à l'autre, ils furent battus, ils furent asservis. Et cela dura des siècles. On leur prit tout, leur liberté, leur dignité, leur vie, leurs rêves, leur espoir, leur joie. On leur retira leur nom d'homme. On en fit du bétail et de leurs enfants aussi. On prit la peine cependant d'édicter un code noir. Pour le voleur, la mort. Pour celui qui a frappé son maître, la mort. Pour le fugitif, les oreilles coupées et une marque au fer rouge. Pour le récidiviste, le jarret coupé et une deuxième marque au fer rouge. À la troisième tentative, la mort. Cela dura des siècles. En plein 19e siècle, en Guyane, un maître pouvait en toute légalité infliger à une femme de 66 ans, mère de 11 enfants, 43 coups de fouet,
5 pour avoir manqué à l'appel, 9 pour injure et 29 pour menace. Le maître avait tous les droits. Pour les faire valoir, il avait le fouet, le cachot, la chaîne, le carcan ou la barre, ce lit de douleur muni d'une poutre percée de trous où l'on enfermait les jambes de l'esclave. Il pouvait passer un carcan à une mère, l'empêchant d'allaiter son enfant nouveau-né. Il pouvait infliger à l'esclave fautif un séjour dans une cage en bois plein où l'on ne pouvait entrer qu'en rampant et où l'air ne pénétrait que par quelques trous. Un huissier qui saisissait les biens d'un domaine pouvait vendre à l'encan une mère de 40 ans avec ses 6 enfants, bien sûr payables au comptant. On dressait spécialement des chiens pour donner la chasse aux esclaves fugitifs. Et cela dura des siècles. Après les fonds de cale épouvantables des négriers, les baraques répugnantes et malsaines des plantations, une vie de douleur, de désespoir, d'humiliation, d'insultes, une vie au fond qui n'était plus une vie, mais une longue souffrance qui ne finissait jamais, qui se transmettait de génération en génération, comme un destin tragique que les enfants héritaient de leur père, contre lequel ils ne pouvaient rien. Pour échapper à ce sort, au fond, il ne restait que le suicide. De temps en temps, une révolte sanglante, sauvagement réprimée, perturbait à peine ce commerce de chair humaine sur lequel s'édifiaient des fortunes. Et cela dura des siècles. Et pendant tous ces siècles, un long cri de douleur traversa l'Atlantique. Les maîtres disaient « La côte d'Afrique est une bonne mer », mais c'était une mer meurtrie. Et au cri des mères africaines auxquelles on arrachait leurs enfants, répondait en écho celui des esclaves enchaînés auxquels on avait arraché même le souvenir de l'amour maternel. Ce cri était celui dont parlait Césaire. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi les lassitudes. Ce cri qui entra pour les siècles des siècles tous les descendants d'esclaves, ce cri qui continuera de résonner pour les siècles des siècles dans toute l'Afrique noire. Ce cri, au fond, il s'adresse à toute l'humanité parce que la traite et l'esclavage furent les premiers crimes contre l'humanité. Cet esclavage fut pire encore que celui de l'Antiquité, car il ne trouva pas seulement sa justification dans l'intérêt économique, au fond dans l'appât du gain, il la trouva aussi, et sans doute même d'abord, dans le racisme. Ce qui rend la traite et l'esclavage comparables à l'entreprise d'extermination totalitaire, c'est qu'ils ont trouvé leur justification intellectuelle et morale dans l'idée de race inférieure. Ce n'est pas un hasard si l'esclavage est réapparu brutalement en plein du XXe siècle dans les camps de concentration. Il fallait que l'esclave ne fût pas considéré comme tout à fait humain pour pouvoir être traité de façon aussi inhumaine. L'esclavage ne fut pas une grande entreprise délibérée d'extermination, mais ce fut une immense entreprise d'exploitation qui fit énormément souffrir et qui tua massivement. Elle ne fut possible que parce qu'il fut admis qu'une partie du genre humain n'avait pas autant de droits que les autres, parce qu'elle n'avait pas les mêmes qualités que les autres. Où a conduit ce préjugé? À donner un prix, une valeur marchande à ce qui ne doit pas en avoir. La vie humaine n'a pas de prix, nous dit la conscience universelle, parce qu'elle a une valeur infinie. Mais dès lors que la vie devenait une marchandise, qu'elle se trouvait réduite à sa valeur de marché, qu'elle avait un prix, le sentiment de la fraternité humaine s'effaçait derrière la comptabilité. Le négrier qui prévoyait que 25% de sa cargaison ne survivrait pas au voyage ne regardait ce chiffre que comme un élément de son prix de revient dont il se servait pour calculer sa marge. L'esclave qui se suicidait savait qu'il ne ferait aucune peine à son maître, mais qu'il lui infligerait une perte financière. Et l'on a vu des esclaves se donner la mort en groupe
dans le seul but de ruiner leurs propriétaires. Le maître ne partageait pas plus la souffrance de l'esclave que le négrier. Le maître se sentait dans son bon droit. Il logeait et il nourrissait l'esclave en échange de son travail, et il était convaincu que celui-ci ne pouvait travailler que sous le fouet. Il était convaincu que c'était dans sa nature. Il était convaincu d'être un civilisé qui prenait à sa charge un sauvage congénitalement imperméable à toute forme de civilisation. Et c'était la conviction de l'Occident qui croyait à sa supériorité, qui croyait que sa civilisation était la seule, l'unique civilisation. C'était la conviction de l'Occident qui a mis si longtemps à comprendre et à admettre qu'il pouvait y avoir d'autres formes de civilisation aussi belles, aussi grandes, aussi fécondes, et qu'en les reconnaissant, en les respectant, il s'enrichissait davantage qu'en cherchant à les dominer ou à les détruire. Oui, il a fallu longtemps pour que l'Occident comprenne, admette qu'il avait autant à apprendre des autres que les autres avaient à apprendre de lui, qu'il y avait dans les autres civilisations autant de trésors de sagesse humaine que dans la sienne. Ce préjugé de supériorité, qui ne fut pas seulement un préjugé culturel, mais qui fut aussi un préjugé racial, a été la grande faute de l'Occident. Il a été la cause d'une blessure profonde et ineffaçable. Cette faute est inexpiable et cette faute est irréparable. Cela dura des siècles. Vint la Révolution française. Elle mit dans la pensée des esclaves l'idée de liberté. Il y eut des révoltes et des répressions. Mais les esclaves qui s'étaient libérés par les armes avaient définitivement perdu leur âme d'esclave. C'est dans ce moment décisif qu'à Saint-Domingue parut Toussaint Louverture. Avec des esclaves, il forgea une armée. Avec cette armée, il fit un État. Chateaubriand l'appela le Napoléon noir. Lamartine disait « Cet homme fut une nation ». Face aux Espagnols, aux Anglais, à Leclerc, dans la paix comme dans la guerre, dans l'administration comme dans la conquête, sans y avoir été préparé, sans avoir été éduqué, formé, il fit preuve des plus belles qualités d'intelligence, de caractère et de courage qui sont un démenti jeté violemment à la face de ceux qui voulaient croire à l'infériorité d'une race éternellement vouée à l'esclavage. Il mourut au fond d'un cachot. Mais le peuple que Toussaint avait réveillé et qui avait préféré risquer l'anéantissement en se battant jusqu'à l'extrême limite de ses forces plutôt que de redevenir esclave, avait pris goût pour toujours à la liberté. Et le 1er juillet 1804, ce peuple libre proclama la République d'Haïti. Il voulait en faire la patrie des Africains du Nouveau Monde et de leurs descendants. L'émancipation s'était faite dans la souffrance et l'histoire n'a rien épargné à cette terre de douleur où, depuis plus de 200 ans, des hommes libres qui ne doivent leur liberté qu'à eux-mêmes, au milieu des pires épreuves, donnent à l'humanité tout entière une grande leçon de dignité. Aboli par la Convention, rétabli en 1801, l'esclavage perdura encore presque un demi-siècle. En 1830, la France interdit la traite, mais elle continua en contrebande et en toute impunité. Et dans les plantations, dans les habitations, comme l'on disait aux Antilles, l'esclave continuait de travailler sous le fouet. Il a fallu attendre 1848 pour que la patrie des droits de l'homme mit fin à cette barbarie indigne de ses valeurs. En 1794, il y avait eu l'abbé Grégoire. En 1848, il y eut Schœlcher. Et quand on regarde les documents que l'on m'a montrés il y a un instant, l'on se demande comment des consciences humaines ont pu hésiter si longtemps. Comment des consciences éclairées par les Lumières, façonnées par l'héritage de la chrétienté, ont pu supporter si longtemps l'insupportable. Sans Schœlcher, il aurait fallu attendre encore. On disait qu'il fallait d'abord éduquer les esclaves. On disait que l'économie des colonies allait s'effondrer. On disait même qu'il fallait indemniser les maîtres.
Schœlcher déclara qu'il fallait décréter l'abolition sans restriction et sans délai. Schœlcher affirma que l'esclavage était un vice politique et un vice moral, un attentat au bon sens, comme à l'équité, et qu'au fond, c'était un crime. Il affirma que la liberté ne pouvait être vendue. Il proclama qu'il fallait détruire ce préjugé de couleur. Il dit encore: il n'y a pas de droit contre le droit. Et à ceux qui réclamaient une compensation pour les maîtres, il répondait: si la France doit une indemnité, elle doit bien sans doute à ceux qui ont souffert, autant qu'à ceux qui en ont profité. Les esprits étaient mûrs. Ne vit-on pas en 1844 les ouvriers de Paris adresser à la Chambre des députés, Monsieur le Président, une pétition demandant l'abolition? Schœlcher eut gain de cause, les maîtres cédèrent, les chaînes tombèrent, et ce grand honnête homme, comme disait Césaire, fit honneur à la France, à ce qu'elle aspirait à incarner aux yeux du monde depuis qu'elle avait proclamé que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. On dira que beaucoup de temps avait été perdu, que l'Angleterre avait décrété l'abolition 15 ans plus tôt, mais songeons que les États-Unis d'Amérique ne le firent que 17 ans plus tard, 17 longues années de souffrance supplémentaires. Songeons qu'il y aura des esclaves au Brésil jusqu'en 1888. L'abolition commençait l'émancipation, elle ne l'achevait pas. En théorie, l'égalité des droits fut solennellement reconnue. En pratique, la route vers l'égalité réelle était encore longue. En fait d'égalité, ce fut davantage celle des devoirs que celle des droits. 23 000 Antillais et Guyanais, 10 000 Réunionnais allèrent se battre sur les champs de bataille de la Grande Guerre, et des milliers d'entre eux y laissèrent leur vie. 25 ans plus tard, leurs fils iront mourir en Italie, sur les plages de Provence, à Royan ou dans la plaine d'Alsace. Dans ces deux guerres, le sang des anciens esclaves se mêla à celui des tirailleurs africains, leurs frères par-delà les mers, par-delà les siècles, et aussi par-delà la douleur. Oui, l'égalité des devoirs et des sacrifices. Mais reconnaissons-le, l'égalité des droits se fit attendre, car le système colonial perpétuait l'injustice. Certes, la République prit en charge les meilleurs élèves, elle leur donna des bourses, elle les éleva, elle fit avec des descendants d'esclaves, des agrégés, un gouverneur général, un grand poète, un président du Sénat. Certes, il y eut Félix Éboué, dont le nom figure sur l'un des états civils que l'on m'a montré. Il y eut Monerville, il y eut Césaire et quelques autres. Mais tant d'autres continuèrent à porter sur leurs épaules une fatalité venue du fond des âges. Il y avait eu 1848, il y eut 1946, la fin du système colonial, la départementalisation. Elle était la promesse de l'égalité des droits économiques et sociaux. Nouvelle étape sur la voie d'une émancipation si ardemment déniée depuis si longtemps. Cette promesse tarda à être tenue et ce fut encore une souffrance. En 1958, Aimé Césaire dira à André Malraux: « Pour nous, le mot destin signifie tout ce dont les Antilles souffrent et jusqu'à cette difficulté d'être qui les caractérise. Le destin, c'est pour nous tous nos handicaps naturels et surtout et plus encore cette formidable accumulation d'obstacles qu'au cours des siècles ont accumulé devant nous l'injustice et la rapacité des hommes. Un peuple assoiffé de justice, de reconnaissance et de dignité, un peuple qui a connu la déportation, l'esclavage, l'oppression, l'humiliation, 2 siècles durant, ramené au niveau de la bête et de la chose. Je pèse sa circonspection devant l'avenir, ainsi parlait le grand poète Aimé Césaire. Les descendants des esclaves n'ont jamais demandé des excuses. Ils ont demandé, et ils demandent encore, que l'on reconnaisse leurs blessures. Ils n'ont pas demandé de réparation. Ils ont demandé de la compréhension et le respect de leur singularité, de leur identité meurtrie. Ils n'ont pas demandé de droits particuliers.
Ils n'ont pas exigé plus de droits que les autres au motif qu'ils avaient davantage souffert. Ils ont seulement demandé la liberté, l'égalité, la fraternité pleines et entières. Ils ont demandé que nous donnions à ces mots tout leur sens. La liberté, la République la leur a donnée en 1848. L'égalité, la République la leur a promise en 1946. Et la fraternité, c'est ce que la France leur doit, après des siècles d'oppression, d'exploitation, de misère et de guerre, à mourir côte à côte pour le même idéal. La liberté, c'est le droit qui la garantit. L'égalité, c'est la raison qui l'exige. Et la fraternité, c'est le cœur qui l'appelle. Le droit, la raison et le cœur, voilà par quoi nous pouvons donner un sens à un avenir commun. De la souffrance d'une mémoire partagée, d'une histoire douloureusement assumée ensemble, nous devons faire la source d'une espérance nouvelle. Et si nous commémorons aujourd'hui l'abolition de la traite et de l'esclavage, ce n'est pas pour répéter indéfiniment le passé au point d'en devenir prisonnier, ce n'est pas pour mettre en concurrence les mémoires et les souffrances, ce n'est pas pour diviser, c'est pour comprendre. C'est pour unir et c'est pour construire. Pas plus que la mémoire humaine ne doit oublier la Shoah, elle ne doit oublier l'esclavage. Parce que l'une et l'autre expriment une leçon universelle. La plainte lugubre que le souvenir du sang, de la torture et des crimes fait jaillir des prisons de Gorée et des camps de la mort dit à chaque conscience humaine qu'elle se détruit elle-même lorsqu'elle consent à ce que des hommes deviennent des animaux domestiques ou des marchandises. Lorsqu'elle accepte que des hommes soient exploités jusqu'à l'humiliation, jusqu'à la perte de leur dignité, jusqu'à leur aliénation totale. Et nous n'en avons pas fini avec cette leçon. L'émancipation jamais accomplie, toujours menacée, reste le grand problème de l'humanité et l'idéal inachevé de notre République. N'y a-t-il plus dans le monde d'injustice, d'atteinte à la dignité humaine, de nouvelles formes de servitude et d'esclavage qui nous révoltent? Le racisme, l'antisémitisme, la ségrégation, la discrimination, la marchandisation de l'homme ont-ils à ce point disparu que notre conscience puisse rester en paix? Avons-nous assez lutté contre la misère qui dégrade l'homme et qui le pousse à subir la loi du plus offrant? Avons-nous assez fait pour la liberté, la fraternité et l'égalité que nous puissions nous tenir quittes de tout? Un poète africain a écrit, ce sera ma conclusion, « Ma mémoire n'est pas courte, j'ai une mémoire longue, longue, infinie. Ma mémoire est celle de mes frères et de mes sœurs, celle de mes pères et mères, celle de toutes les générations, de mon peuple qui a souffert tout le temps, affamé, exsangue, criblé de blessures, des centaines, des millions de travailleurs forcés, déplacés ont souffert leur martyre. Ma mémoire qui juge, qui condamne, ne pardonne pas. Comment pardonner d'ailleurs ce qui est impardonnable? Il ne faut pas pardonner, il ne faut pas oublier, pour rester éveillé, vigilant, attentif, la conscience en alerte, car si nous ne sommes pas responsables des fautes de nos aïeux, nous ne pouvons pas nous exonérer de la responsabilité de celles que nous pourrions commettre en invoquant la terrible excuse des lâches, nous ne savions pas. Car c'est à nous de savoir et c'est à nous d'agir. Toussaint et Schœlcher firent ce qu'ils avaient à faire, les justes firent ce qu'ils avaient à faire. Permettez-moi de finir sur cette question qui devrait sans cesse nous tourmenter, et nous. Vive la République et vive la France. Voilà, vous venez d'entendre l'allocution du président de la République, Nicolas Sarkozy. Marcel Dorigny, on a écouté attentivement les propos du chef de l'État qui n'a pas hésité à faire un parallèle entre l'esclavage et la Shoah, par exemple. Shoah, oui. Comparaison qui vient souvent dans les débats. J'ai animé, j'ai participé à des dizaines et des dizaines de débats. C'est bien rare que cette question n'arrive pas à un moment ou à un autre sortie de la salle.
Donc je trouve que les mots qui ont été choisis sont très pertinents. Et si je peux faire une réflexion, je ne sais pas si c'est le moment. On va d'abord regarder le président de la République dévoiler cette stèle qui désormais figurera dans le jardin du Luxembourg à Paris, en l'honneur en particulier aux victimes de l'esclavage. Par leur lutte et leur profond désir de dignité et de liberté, les esclaves des colonies françaises ont contribué à l'universalité des droits humains et à l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité qui fonde notre République. La France leur rend ici hommage. Voilà, avec le dévoilement de cette stèle à la mémoire des victimes de l'esclavage, va s'achever cette cérémonie commémorative qui n'est pas encore terminée pour nous, puisque nous allons retrouver énormément d'invités toujours présents dans le jardin du Luxembourg. Marcel Dorigny, le président de la République, a fait allusion aux différents pays qui ont traité, si je puis dire, différemment l'esclavage à travers les âges. La France n'a pas été la dernière à abolir l'esclavage, elle n'était pas la première non plus. Elle a été la première sous la Révolution, puis il y a eu 1802, et non pas 1801, contrairement à ce qui a été dit, où Bonaparte a rétabli l'esclavage dans des conditions absolument effroyables en Guadeloupe, et avec l'échec qui a été évoqué à Saint-Domingue, qui est devenue la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Donc la France a été précurseur, parce que les esclaves de Saint-Domingue s'étaient révoltés. J'insiste beaucoup. Rien ne permet de penser que la Convention nationale en 1994 aurait aboli l'esclavage d'elle-même. Au moment où l'abolition a lieu à Saint-Domingue, en France, il y a bien peu de voix qui proposent une abolition, en tout cas une abolition immédiate. Une abolition différée de plusieurs dizaines d'années, oui. Mais une abolition du jour au lendemain, immédiate, non. Mais comment expliquez-vous qu'on ait dû attendre si longtemps en France? Nicolas Sarkozy l'a dit, on a supporté indéfiniment l'insupportable finalement. Oui, alors il faut rappeler tout de même, je ne veux pas exonérer nos ancêtres français, mais il faut rappeler que l'esclavage a été une pratique universelle. Toutes les sociétés, de l'Antiquité au XVIIIe et au XIXe siècle... Et sur tous les continents. Et sur tous les continents, ont pratiqué l'esclavage. L'esclavage dont nous évoquons ici la mémoire, c'est un esclavage particulier. C'est un esclavage qui a été un esclavage d'exportation, de transportation. Alors, certains disent de déportation, même si le mot évoque... Il a dit entreprise d'exploitation, une immense entreprise d'exploitation. On a transporté une population d'un continent vers un autre. Comme le disait déjà Montesquieu au XVIIIe siècle, après avoir dépeuplé l'Amérique, donc le massacre des Amérindiens, on a dépeuplé l'Afrique pour repeupler l'Amérique. Donc ça, c'est... Et deuxième caractéristique de cet esclavage, il est racialisé. L'esclave romain était tout aussi blanc que son maître. Spartacus n'est pas différent de ses maîtres. L'esclave des colonies européennes, anglaises, françaises, portugaises, etc., est toujours africain. C'est ça qui rend cet esclavage, je vais dire, aussi inadmissible, aussi insupportable, aussi... je vais même dire, peut-être, pour certains aujourd'hui, irréel. J'entendais le président Sarkozy dire on a supporté l'insupportable. C'est vrai, c'est une période, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de reconnaissance. On est 4 siècles et demi en arrière. Il y a plus de possibilité, ou il n'y a plus question de dire qu'il faut pardonner, qu'il faut exonérer, qu'il faut... Enfin, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. La seule étape vraiment nécessaire à ce moment-là, c'est cette reconnaissance. C'est vrai que sous couvert d'un commerce, on a effectivement réduit des êtres humains
à des numéros, à une condition, on va dire, moindre que les bêtes, que les animaux. Donc c'est ça qui est quand même assez frappant dans cette période. Et qu'on puisse, pendant des siècles, avoir omis cette partie. Alors Nadia, on le voit sur ces images, c'est le cas aujourd'hui, c'était le cas également les années précédentes. Ce 10 mai, ici au Jardin du Luxembourg, la France, véritablement, on le sent, est reconnaissante. Il y a cette volonté de reconnaître ces faits insupportables. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la France peut aller plus loin? Il y a des voix qui demandent plus encore et qui demandent en particulier des excuses publiques de la part des pouvoirs publics. Moi, je poserais la question, ça servirait à quoi? Ouais. Ça servirait à quoi d'avoir des excuses aujourd'hui? J'ai noté que le président disait que ce préjugé de supériorité de l'Occident, ça a été sa grande faute. Mais chacun a son opinion, effectivement. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut des excuses, il faut des indemnisations. Oui, mais pour faire quoi? Voire même un jour férié, hein, c'est l'une des propositions, entre autres, c'est l'une des propositions de la CGT, il y a quelques jours. Oui, c'est-à-dire que finalement, pour faire quoi? On est dans une... Moi, personnellement, je pense qu'on est dans un cheminement. Oui. On y est, il faut aller étape par étape. C'est pas la peine de bousculer les consciences. Il faut effectivement... le mot va peut-être choquer, éduquer les Français. Oui. C'est la il raison faut pour les éduquer. Le jour férié avait été écarté par le comité. Oui. D'ailleurs, on n'est pas certain que le gouvernement aurait accepté un jour férié. C'était l'époque où on voulait supprimer le lundi de Pentecôte, souvenez-vous. Donc, le contexte était délicat. Le contexte était compliqué. Mais c'est pour des raisons plus profondes que le jour férié n'a pas été retenu, n'a pas été proposé, disons. Hein. Parce que l'idée, c'était que ce jour-là, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, cette question soit débattue. Si on lâche en quelque sorte tout le monde sur les plages, par un beau jour du mois de mai, ça n'aura certainement, au bout de quelques années, on oubliera la raison de ce jour férié supplémentaire. Comme hélas, parfois, je me permets de le rappeler, on oublie qu'est-ce que le 11 novembre, qu'est-ce que le 8 mai. Ça tombe un lundi, ça fait samedi, dimanche, lundi, et on part en week-end. Donc il fallait éviter cela, et moi je pense qu'un jour national est peut-être plus percutant, plus performant qu'un jour férié supplémentaire qui, au bout de quelques années, la raison sera oubliée. Ça sera un jour de plus. Au mois de mai, il y en a déjà beaucoup. Hein, certaines années, 1er mai, 8 mai, Pentecôte, Ascension, etc. Il y aurait le 10 mai en plus. Ça ne serait pas très très bon. Il vaut mieux maintenir cette position d'un jour de commémoration nationale dont les écoles sont quand même un des piliers. Et les grands médias, après je dirais, pour que ça devienne une habitude, pas que ce soit seulement, qu'on se souvienne de pourquoi il y a eu cette période. Alors, je vous arrête parce qu'on va retrouver tout de suite en direct du Jardin du Luxembourg Myriam Onkawa avec Christiane Taubira, parce que c'est finalement un peu grâce à elle que vous êtes là et que tout le monde est réuni aujourd'hui ici au Jardin du Luxembourg. Myriam. Absolument, Pierre-Henri. Christiane Taubira, l'auteur de cette loi qui a 10 ans. Aujourd'hui, on vous sent très émue, Madame la députée. Tout le monde vient ici vous dire merci aujourd'hui. Je suis particulièrement émue parce que j'ai l'impression qu'on y arrive enfin. En entendant le discours du président de la République, je pense que les malentendus sont enfin levés. Donc pour moi, c'est vrai que ça me renvoie à la souffrance du débat parlementaire parce que ça a été 2 années et demie très très difficiles. Mais voilà, ce discours avec des nuances, bien sûr. Lorsqu'il parle de l'âme d'esclave, non, il y avait un état d'esclave, il n'y avait pas une âme d'esclave. Mais je dirais que c'est pratiquement la seule nuance que je ferai sur ce discours. Pour lever des tas de malentendus, j'ai entendu des tas de choses infâmes pendant des années. Donc voilà, c'est la source de mon émotion. Le chef de l'État, à nombreuses reprises, fait le rapprochement entre les crimes de l'esclavage et les crimes de la Shoah. Vous êtes d'accord avec cette comparaison? Ce sont des crimes contre l'humanité, je ne les compare pas et je crois que le président de la République ne les a pas comparés. Il a simplement dit qu'il faut éviter les mémoires. Et effectivement, il n'y a jamais eu de concurrence des mémoires. Il y a des personnes mal intentionnées qui, pour faire diversion,
ont essayé d'élever des mémoires contre d'autres. Mais je ne connais pas d'association, je ne connais pas de militants, je ne connais pas de personnalités, je ne connais pas de gens qui réfléchissent sérieusement et qui aient alimenté la concurrence des mémoires. Mais je connais des propos de mauvaise foi qui ont laissé croire à certains moments que reconnaître ce crime contre l'humanité, c'était atténuer un autre crime contre l'humanité. Le problème, c'est que l'homme, dans son histoire, a été capable de crimes horribles. Ils ont des natures différentes, ils interviennent à des moments différents, ils ont aussi des justifications et des excuses différentes, mais ce sont des crimes contre l'humanité. Celui-là est la Shoah. Quand vous dites « ça y est », ça veut dire que 10 ans après, vous considérez aujourd'hui que cette mémoire est transmise, et je pense notamment aux plus jeunes? Je ne dirais pas que tout est gagné au niveau du ce qui est l'article 2 de la loi, article auquel je suis particulièrement attachée parce que je pense que c'est l'éducation qui pourra émanciper les consciences. C'est l'éducation qui pourra relire les enfants qui découvrent cette histoire. C'est une histoire d'une extrême violence et je ne veux pas que les enfants la découvrent tous. Que nous avançons sur les programmes scolaires, mais il y a encore des choses à faire parce qu'il faut produire du matériau, il faut donner du support, des matériaux qui ne sont pas tout à fait dans l'esprit des valeurs humanistes. Cette histoire, lorsqu'on l'apprend, on apprend deux choses essentielles, indépendamment du fait que c'est une économie qui a duré 4 siècles et qu'elle a engagé, elle a entraîné 3 continents, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Elle a bouleversé ces 3 continents dans leur économie, dans leur sociologie, dans leur culture, leurs identités collectives. Mais là, on apprend que l'homme est indestructible. Le système d'extrême violence est inventé de des identités collectives. Il est capable d'inventer des langues, des religions. Il a appris à comprendre ce qu'enseignent les plantes. Il a résisté sous 1000 formes de marronnage, l'affrontement brutal, parfois du sabot. Donc cette histoire enseigne aux générations futures que l'homme est indestructible et qu'on ne doit jamais laisser opprimer l'autre, qu'il nous ressemble ou qu'il soit différent. Ils sont très soutenus. Question terminée un peu. Je ne sais pas qu'on entend parler là. Oui, vous l'avez compris, quelques petits problèmes de liaison. On est loin dans le jardin du Luxembourg et les ondes passent relativement mal. Christiane Taubira, on vient de l'entendre, hein, toujours aussi déterminée dans son combat sur ces dossiers, qui disait que les malentendus avaient été enfin levés. À quoi faisait-elle allusion, Marcel Dornier ? Moi, je crois qu'il est bon de rappeler que si la loi, le 10 mai, a été votée à l'unanimité, oui, la première lecture à l'Assemblée nationale, donc un peu plus de 2 ans avant, hein, le 18 février 1999, a été extrêmement mouvementée. Il y a eu de très violentes oppositions au principe même de cette loi. Nous pouvons relire les procès-verbaux de cette séance qui sont publiés. C'est très éloquent de voir. Et Christiane Taubira le rappelait à l'instant. Voilà, elle fait combat allusion. Parlementaire. Voilà, le combat parlementaire a été très dur. Et quand la loi a été votée, finalement, après 2 ans et demi de discussion, de débat, de polémique, de mobilisation dans des secteurs importants de l'opinion, finalement, les sénateurs et les députés ont voté à l'unanimité. Alors, qu'est-ce qui coinçait, voilà, finalement ? C'était cette concurrence des mémoires. C'est peut-être cette concurrence des mémoires, cette peur, ce refus de condamner ce qui a été tout de même une pratique de la France pendant plusieurs siècles, et qui a débouché sur une colonisation qui elle-même était en débat à cette époque. Ne l'oublions pas, il y a eu cette fameuse loi demandant d'enseigner l'œuvre positive de la colonisation en janvier 2005. On était dans ce contexte, février 2005. Voilà. Donc tout cela a été extrêmement conflictuel. Alors, en plus, n'oublions pas qu'il y a eu, et il y a encore en ce moment, des offensives très virulentes contre ce qu'on appelle les lois mémorielles. Tout récemment encore, des chroniqueurs célèbres, hein, je pense à M. Zemmour, qui est un polémiste professionnel en quelque sorte, a demandé l'abrogation des lois mémorielles en ciblant particulièrement la loi Taubira, qu'il fallait en sortir, qu'il fallait arrêter la repentance. En disant que ce n'est pas au Parlement de faire l'histoire. Mais le Parlement ne fait pas l'histoire. La loi ne fait pas l'histoire. Pas plus qu'en célébrant le 14 juillet chaque année, on ne fait l'histoire. Les historiens ont pu dire et écrire ce qu'ils ont voulu sur la prise de la Bastille et sur les conséquences du 14 juillet. Le 14 juillet est une date mémorielle. Le 11 novembre en est une autre, le 8 mai en est une autre, et celui-ci, cette date-là, en est une nouvelle qui s'inscrit dans le calendrier. Si on supprime le 10 mai, à ce moment-là, effectivement, on supprime aussi toutes les dates mémorielles qui existent en France. Je veux dire, j'insiste beaucoup sur cette notion de reconnaissance, c'est-à-dire que, comme le dit Marcel Dorigny, c'est demander l'abrogation des lois mémorielles, c'est des dates
pourquoi finalement on est dans cette acceptation. Donc plutôt que de refuser, de retourner dans cette phase où on refuse, avançons. Avançons. Comme elle l'a dit, on est dans des étapes. Il y a 3 ans, une commission a été nommée par le gouvernement précédent pour réfléchir sur le mémorial, présidée donc par un historien de grand renom, André Caspi. Et à quoi aboutit cette commission qui a siégé pendant 2 ans, a abouti à cette proposition que personnellement j'ai violemment combattue, je trouve extravagante, de supprimer toutes les dates et de n'en conserver que 3. Le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai. Les autres dates ayant été qualifiées de journées catégorielles, de journées ethniques ou de journées communautaires. Or, le 10 mai, c'est tout le contraire de cela. C'est la nation tout entière qui est impliquée dans l'histoire de la traite, de l'esclavage et des abolitions. Voilà, de la traite, de l'esclavage et des abolitions. Et c'est la nation entière qui est impliquée dedans. Donc c'est aussi un message aussi pour aujourd'hui. C'est aussi un message pour cet esclavage moderne qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est aussi pour que ça puisse, on puisse savoir qu'on lutte contre ça aussi et qui perdure. Allez, on va faire un tour du côté du palais du jardin du Luxembourg. Myriam Ankawa, je vous vois entouré de François Durper, qui est l'un des spécialistes des États-Unis, en particulier de l'esclavage aux États-Unis. Et Dominique Sopo est avec vous également. Le président d'SOS Racisme, Dominique Sopo. Je me tourne d'abord vers l'historien. La France, à l'époque esclavagiste d'avant 1848, a commis des fautes inexpiables, des fautes irréparables. Ce sont les mots du chef de l'État. Su-t-il trouver les mots justes? Ce sont les bons mots, selon vous? Oui, de mon point de vue, ce sont les bons mots. Parce que vous savez, on a opposé l'histoire et les mémoires. L'histoire, ça serait du côté de la vérité, les mémoires, ça serait du côté des communautés, de la subjectivité. C'est très, très caricatural, en fait. L'histoire se nourrit des mémoires. L'histoire est à la croisée de nos mémoires. Et vous savez, si on commémore l'esclavage, c'est pour faire de l'unité, ça a été dit dans le discours. Comme la Saint-Barthélemy, quand on s'en souvient, c'est pas pour rouvrir des guerres de religion entre les catholiques et les protestants. L'esclavage, ça doit unir, ça doit faire prendre conscience de qu'est-ce qui a été, comment ça a été possible de déshumaniser à ce point, de subhumaniser, de faire des gens humains, des sortes de bêtes sauvages, des sortes de... et ça permet aussi de déconstruire les préjugés du présent, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup polémiqué ces jours-ci sur l'équipe de France. Bon, c'est pas du racisme direct, mais quand, pendant 3 siècles et demi, vous considérez le corps noir, ou le noir uniquement comme un corps athlète, aujourd'hui, vous avez l'image que le noir, c'est un athlète, que le blanc, il a l'intelligence. Et donc, en regardant le passé, ça nous permet aussi de déconstruire les préjugés du présent. Et ça, c'est très important. Et aussi construire un discours national commun, de dire, nous avons tous des ancêtres esclaves, symboliquement. Nos ancêtres sont les Gaulois et nos ancêtres sont les esclaves. Parce que la liberté, elle n'est pas née du cerveau de Rousseau, elle est née aussi du combat des hommes et des femmes dans les champs de coton. Alors je vais me tourner vers Dominique Sopo, puisque vous rebondissez, François Durper, sur l'actualité, cette affaire de la FFF et du foot. Est-ce que c'est peut-être cet ersatz de racisme qui existe aujourd'hui et qui rend actuel ce combat pour la mémoire et l'histoire que l'on célèbre aujourd'hui? Oui, tout à fait. François Durper vient de l'expliquer. Le fait que pendant 3 siècles, on ait construit une image pour justifier aussi l'esclavage et le colonialisme, l'image d'un noir qui était inférieur, qui était en dehors de l'humanité, sont évidemment des constructions qui ont une puissance extrême. Et si on ne les déconstruit pas, si on ne revient pas sur ce qui a été construit à travers les siècles, eh bien, continuera à être véhiculé dans l'esprit des gens, même dans le non-dit, même de façon inconsciente, quelque part une image du noir inférieur, du noir physique, du noir qui rigole sans vraiment savoir pourquoi il rigole, etc. Et donc je pense qu'on est quand même face à cela aujourd'hui dans nos sociétés, et ça n'est pas une question de culpabilisation ou de repentance, c'est juste détruire finalement dans le substrat culturel de chacun ces images, ces représentations, pour faire en sorte que chacun puisse se vivre l'un par rapport à l'autre dans un lien d'égalité. Alors pas de mémoire sans transmission, la mémoire, François Durper, où en est-on 10 ans après la loi Taubira? Quel bilan pour justement transmettre aux plus jeunes ces questions-là? Alors évidemment, le 10 mai, c'est une journée, mais l'enjeu, vous venez de le dire, c'est que tout au long les enfants puissent apprendre cette histoire. On a fait beaucoup de progrès. Maintenant, c'est inscrit dans les programmes scolaires. Il ne faut pas avoir la représentation de ça, rien ne change. Les programmes ont intégré cette histoire, comme ils ont d'ailleurs intégré la Shoah au cours des dernières années. Et il y a encore un petit point qu'il faut améliorer, c'est la confiance des enseignants.
Il faut que les enseignants aient confiance, ils peuvent enseigner cette histoire. Souvent, beaucoup de profs des écoles me disent, m'occupent de la formation des enseignants, bon, j'y arrive pas ou ça va être compliqué. Et je leur dis, vous savez, vous n'avez pas plus de compétences sur Clovis que sur l'esclavage, parce que vous avez une licence de maths ou etc. Puis après, vous avez passé le concours. Donc, il faut que eux aussi intègrent que cette histoire, c'est leur histoire, que c'est notre histoire commune. C'est pas une histoire étrangère à la France, c'est l'histoire de notre pays. Et ces esclaves, ils ont construit, non pas l'idée de la liberté, mais ils ont construit la liberté réelle avant même la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Avant août 1789, il y avait déjà des siècles de combat pour une liberté, mais alors une liberté concrète, une liberté réelle, de gens qui simplement ne voulaient pas être dans les fers, voulaient sortir des plantations. Merci François Durper. Pour terminer avec vous, Dominique Sopo, on le voit, la question noire en France s'est posée ces dernières années. Les Noirs de France, les Antillais s'organisent dans des associations. C'est quoi pour vous? Comment vous voyez ça? C'est le signe de la République ou au contraire, il faut qu'ils pèsent pour défendre leurs droits? Ceux qui s'organisent réellement le font avant tout, j'allais dire, dans des associations plutôt œcuméniques du type SOS Racisme ou dans des associations antillaises en l'occurrence qui n'ont pas pour spécificité la couleur noire mais aussi un destin historique. Pensez au Conseil représentatif des associations noires de France par exemple. Oui, mais je pense surtout aux associations qui ont un peu plus de poids et qui sont représentatives plus sans doute de ce que sont les Noirs aujourd'hui en France, en tout cas ceux qui sont considérés comme tels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas simplement rester à une proclamation de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Le chef d'État l'a rappelé, l'égalité, n'est pas simplement quelque chose de proclamatif, de proclamatoire. Ça doit aussi être quelque chose de réel. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un malaise dans la République parce que bien souvent, toute une partie des élites, j'allais dire, mettent en avant le principe d'égalité pour faire en sorte, quelque part, qu'il ne soit pas pleinement appliqué. Et je pense que toute une série de populations le constatent, au-delà de leur couleur de peau, parce que les Blancs aussi peuvent le constater en l'occurrence, et doivent se battre pour que l'égalité soit réelle, effective, et non pas simplement une théorie républicaine. D'un mot, très rapidement, à où l'on célèbre aussi dans les médias l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand il y a 30 ans. Comment vous expliquez que la gauche, dont vous êtes proche, n'a rien fait pour cette mémoire, ou peu en tous les cas? Je pense qu'il y a un malaise assez général dans les élites politiques sur ces questions, que finalement on est face à des élites qui ne viennent pas de Mars, qui viennent aussi d'une société qui a construit tout un système de représentation. Ceci étant, je terminerai en faisant remarquer que la loi Taubira a été votée en l'occurrence par une personne de gauche, par une majorité de gauche, et que la gauche, quelque part, aurait sans doute dû être beaucoup plus présente aujourd'hui à cette cérémonie. Et c'est aussi de son rôle par rapport à ses valeurs de prendre à sa charge le fait qu'à partir de ces commémorations, on peut se projeter dans l'avenir dans un lien d'égalité. Et là, elle est aussi face à ses valeurs. Réconcilier la France et réconcilier les partis. Oui, mais là, c'est d'autant plus dommage. Dominique l'a souligné, c'était une loi de l'époque de la gauche plurielle et qu'aujourd'hui, aucun dirigeant de poids du Parti socialiste, j'irais même plus loin que Dominique, ne soit pas là. C'est un scandale, c'est un vrai scandale. Aujourd'hui, on commémore les 30 ans, François Mitterrand, etc. Mais enfin, ils sont suffisamment au Parti socialiste pour pouvoir être ici aussi présents. C'est transnational. Eh bien, voilà qui est dit. Merci. On retrouve Pierre-Henri et on se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités à ce micro. Oui, merci beaucoup Myriam. C'est vrai qu'il y a deux 10 mai qui s'entrechoquent aujourd'hui, vous le savez bien. On l'évoquait à l'instant avec François Durper, ce combat contre l'esclavage qui est un combat de droite et de gauche. Dominique Sopo l'a rappelé d'ailleurs, et c'est vrai finalement. Alors écoutez, en 98, au moment du 150e anniversaire, au début de l'année, il y a eu une polémique où le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, avait dit, donc 2 mois ou 3 mois avant le 27 avril, avant la célébration, que le combat contre l'esclavage était un combat lié à l'histoire de la gauche. Et il y avait eu des réactions extrêmement violentes du parti adverse, donc à l'époque le RPR, rappelant que non, pas du tout, que c'était quelque chose qui traversait les courants, qu'il y avait eu des abolitionnistes des deux côtés, etc. Alors, moi je ne veux pas trancher sur l'histoire d'aujourd'hui. Ce qui est tout de même clair, c'est que sous la monarchie de Juillet, ce sont les républicains, c'est
plutôt le côté du progrès qui est contre l'esclavage, et puis le parti au pouvoir qui est pour le maintien du statu quo, même si, il faut le rappeler, les dirigeants de la monarchie de Juillet étaient plutôt anti-esclavagistes de conviction. Je pense à Guizot, je pense au roi lui-même, Louis-Philippe. Le jeune duc de Chartres a fréquenté les Amis des Noirs au début de la Révolution. Oui. Il n'était pas adhérent, vu le rang qu'il avait, on n'adhère pas à un club, mais il était proche des Amis des Noirs. Quand il est devenu roi en 1830, il était certainement encore abolitionniste, sauf que là, la raison d'État faisait qu'il fallait écouter plutôt les colons que les abolitionnistes. Il fallait maintenir l'ordre et la paix dans les colonies, et puis l'arrivée du sucre. N'oublions jamais le sucre, c'est extrêmement important. Alors, pour ce qu'a dit Durper tout à l'heure, je suis d'accord et pas tout à fait, parce que alors c'est vrai que c'est sous le gouvernement de Jospin que la loi Taubira a été votée, finalement à l'unanimité, mais l'initiative est venue là. Et en 83, c'est une des initiatives de François Mitterrand d'instaurer un jour férié dans les départements d'outre-mer pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Alors, pourquoi ça n'a pas été plus loin? Il ne s'agit pas de donner des bons points ou des mauvais points, mais il faut comprendre que l'aboutissement, c'est le résultat d'une mobilisation de l'opinion publique, de la recherche historique, qui a approfondi ces sujets pendant une vingtaine d'années, qui a tout de même diffusé ces sujets dans une partie de l'opinion publique, et la mobilisation des associations et des collectivités. La loi Taubira ne s'explique pas par la volonté de Christiane Taubira ou la volonté du gouvernement de Il y avait Jospin. un contexte. Il y avait un contexte qui avait mûri, et le point de basculement, c'est l'année 98. Mais la maturation est beaucoup plus ancienne. Il faudrait peut-être rappeler qu'en 1985, ça paraît loin, un grand universitaire, grand spécialiste de l'histoire de la traite, Serge Daget, décédé en 91, avait organisé à Nantes un grand colloque. Et 85, c'est pas n'importe quelle année, c'est le tricentenaire. Nantes, ville négrière, mais 85, c'est le tricentenaire du Code Noir. Oui, 300 ans le Code Noir, à cette époque-là. Et personne n'a célébré le Code Noir, les 300 ans du Code Noir. Personne n'a rappelé, sauf par cette initiative qui avait été prise par un grand universitaire, qui a eu les pires problèmes, qui a eu des ennuis, des polémiques sans fin pour rappeler cette mémoire. Et donc on était en 85, et en 92, la ville de Nantes a organisé les Anneaux de la Mémoire, cette immense exposition qui a eu un succès national. Donc, vous voyez, les esprits ont lentement évolué. Ce qui est scandaleux à un moment devient banal. Le discours du président de la République d'aujourd'hui n'aurait pas été tenu il y a 10 ans. Ce mûrissement de l'opinion, pour reprendre votre terme, Marcel Dorigny, vous le sentez aujourd'hui en France métropolitaine, par exemple, sur ces questions? Je dirais que, comme l'a dit François Durper, on est vraiment dans... L'actualité nous le montre. Il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt pour vivre certaines choses. Dans les années 80, la France n'était pas prête pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. 20 ans plus tard, oui. Aujourd'hui, on voit bien que dans l'actualité, par exemple avec le scandale, la polémique au niveau de la Fédération française de football, on voit bien qu'on est encore dans des clichés. C'est pas encore rentré dans les consciences, dans les têtes des gens. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est bête, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est costaud et qu'on ne peut faire que ça, c'est-à-dire du sport, de la musique ou chanter. Ce sont des stéréotypes, ce sont des préjugés. Et là, il y a encore du chemin à faire. Et là, il y a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on est effectivement dans cette phase où là, on a reconnu, on est à la 6e année de célébration. Continuons. Laissons le temps aux gens et acceptons certaines choses, même si c'est difficile. Voilà, je vois à côté de Myriam, Jean-Pierre Raffarin. Myriam, c'est à vous toujours du Jardin du Luxembourg. Oui, Pierre-Henri, l'ancien Premier ministre sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin, merci de répondre à ces quelques questions. C'est à Jacques Chirac que l'on doit cette journée des mémoires des traites négrières et de l'esclavage. Et c'est aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui reprend le flambeau. Il fait ça très bien. C'est à Jacques Chirac et à son gouvernement que j'avais l'honneur de diriger à l'époque, et nous sommes très heureux que le président Chirac ait eu cette énergie pour qu'on inscrive dans nos célébrations nationales cette célébration contre la traite et contre l'esclavage et pour l'abolition. Donc je pense que c'est la reconnaissance de cette cicatrice dans notre histoire, dans notre culture. Et cette cicatrice saigne toujours, il faut la regarder en face. Et si on veut éviter d'avoir mal de main à la dignité humaine, mal de main à l'humanisme, il faut regarder les choses
clairement en face. Notre histoire a ses blessures et nous devons être attentifs, vigilants. Le président a fait un discours, je crois, d'une haute tenue et il doit nous tenir en éveil sur ces sujets. Christiane Taubira, tout à l'heure à ce micro, nous racontait les difficultés qu'elle avait rencontrées pour convaincre les parlementaires à voter sa loi qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité. Comment vous expliquez tous ces obstacles et que la France ait pris autant de temps sur ces combats? Bien parce que naturellement, il y avait les jeux politiques, il y avait toujours les caricatures, il y avait aussi tout ce qui peut apparaître à un moment ou à un autre pour les uns ou pour les autres, comme des manœuvres. Et donc la vie politique est toujours une vie souvent faite d'initiative d'un côté et de prudence de l'autre. Mais là, avec le président Chirac, qui est attaché à l'histoire de nos civilisations, à la diversité culturelle, au respect de la personne et de la dignité humaine, au fond, Jacques Chirac a été le déclencheur et je crois que c'est lui qui a fait bouger la majorité, qui a permis ainsi le vote de la proposition de loi de Mme Taubira. D'un mot pour terminer, quels sont les combats à mener pour l'éducation, pour la transmission de ces mémoires 10 ans après la loi Taubira? Je pense que c'est une affaire de culture et donc c'est notamment une affaire qui passe par l'expression artistique parce qu'au fond, ces valeurs et ces souffrances ont été exprimées par de la musique. Vous devriez interroger un chanteur renommé qui vous dirait comment la chanson aujourd'hui peut exprimer des valeurs. Chanteur renommé qui est à côté de nous, on va vous le montrer tout de suite. Venez Philippe Laville, venez, nous sommes en direct. Alors ce sont les chansons, c'est... Je suis très sensible à la lumière, donc voilà. Gardez vos lunettes. C'est par la voie artistique qu'on transmet cette mémoire de l'esclavage? C'est un des moyens, en tout cas. C'est un des moyens de... Je crois que tous les moyens sont bons, la littérature, la peinture, effectivement, tout ce qui est artistique. Mais plus encore, je crois, ce sont les gens qui sont indirectement concernés, d'où qu'ils viennent, qui doivent s'investir à fond pour que l'homme sur ses deux pieds, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, quelle que soit son obédience, quelle que soit sa religion, son éducation, mérite, un, le respect, deux, la considération, tant qu'il n'a pas enfreint les lois, tant qu'il n'a pas... Voilà, tout simplement. Alors vous restez avec nous, on va laisser repartir. Peut-être une dernière petite question à Jean-Pierre Raffarin. Nicolas Sarkozy n'était pas là les 2 dernières années pour cette journée de commémoration. Vous l'expliquez comment? Il était là à un moment très important. C'était en 2007, quand Jacques Chirac était encore président et que lui était président nouvellement élu. Les mauvaises langues parlent de contre-programmation le jour où on célèbre l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Souvenez-vous de 2007, il y avait là pour cette même cérémonie et Nicolas Sarkozy, le président élu, et le président en titre qui était Jacques Chirac. Et ce passage de témoin, je sais que Nicolas Sarkozy l'a gardé au cœur et au fond, il nous a fait un discours d'une haute tenue et je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, et cher Philippe Laville, c'est aussi dans les chansons qu'il y a beaucoup d'émotions. Et je pense que ces sujets-là ont besoin de l'émotion pour s'exprimer. Merci Jean-Pierre Raffarin. Philippe Laville. Là, vous avez à côté de vous un des plus grands joueurs de tambour et artistes d'origine martiniquaise, qui est du même village que moi. Nous sommes du même village, au François, à la Martinique. Mon ami Dédé Saint-Prix. Voilà. Alors peut-être vous pouvez aussi répondre, vous personnellement, qu'est-ce qu'elle représente cette journée? Pourquoi vous vouliez être ici aujourd'hui? Ça représente... j'espère, une avancée, c'est-à-dire qu'on va avancer ensemble. On reconnaît, bon, c'est fait, ça depuis longtemps, c'est entériné, on reconnaît le crime contre l'humanité, on reconnaît que ça a été une période de l'histoire de France qui a été abominable. Alors, il y a eu des profiteurs, il y a eu des victimes, il y a des descendants de tous ces gens. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se déteste? Est-ce qu'on se méprise? Ou est-ce qu'on décide, non pas de pardonner, il l'a dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est impardonnable, mais est-ce qu'on avance ensemble? Et est-ce qu'on se dit, bon, ok, on va pas enterrer tout ça, on y pense, mais quand je vois un de mes amis métis ou noirs, je me dis pas tout de suite, j'ai un de mes ancêtres qui a peut-être exploité un de ses ancêtres. Je veux dire, ça, ce stade-là, je l'ai un peu dépassé. Je l'ai dépassé depuis longtemps. Et c'est pour moi, il faut voir du positif là-dedans. Parce que, en plus, dans le jardin du Luxembourg, ce mémorial, ça a vraiment, pardonnez-moi l'expression, ça a une gueule folle, quoi. Je me tourne vers vous. Oui. La République, elle est à la hauteur aujourd'hui de ces blessures encore à vivre dans notre histoire? Je pense que la République est à la hauteur, mais il faut que, pas que la République seulement soit à la hauteur, que les médias aussi soient à la hauteur. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus d'Antillais qui ne sont pas uniquement blancs.
dans les médias que lorsqu'on demande à une grosse radio, une grosse télé de passer certaines musiques traditionnelles qu'elles ne nous disent pas, on a déjà 2, alors que nous sommes pluriels. Vous vous sentez discriminé en tant que Noir de France? Pas discriminé en tant que Noir de France dans la rue, mais ma musique n'est pas à la radio tous les jours. Ma musique, et je suis francophone, mais ma musique n'est pas de la musique française, c'est une musique créole. Alors, moi, je ne veux pas rester dans un ghetto. J'ai une carte d'identité française. Ma musique devrait passer sur France Inter, sur les grosses radios tous les jours. Et le message vient tout juste d'être passé en direct. Merci à tous les deux. On le voit, tous ces combats sont encore d'actualité, Pierre-Henri. Oui, Myriam, Dédé Saint-Prix, il est flûtiste, il joue du tambour, il participait d'ailleurs, votre invité à la cérémonie d'hommage à Aimé Césaire il y a quelques semaines au Panthéon. Marcel Dorigny, on écoutait Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre tout à l'heure, qui rappelait le rôle majeur, essentiel du président Chirac pour... J'allais dire presque imposer cette date du 10 mai. Voilà, la proposition par le premier comité mémoire de l'esclavage, la date du 10 mai, n'a pas fait l'unanimité. Au sein du gouvernement de l'époque, il y a eu des tensions assez vives. Rappelons que le 10 mai, c'est suffisamment public aujourd'hui pour le souligner. C'est l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand, et ça crée des tensions. Et il a fallu finalement, pour faire taire un petit peu ces voix discordantes, que le président de la République de l'époque, donc Jacques Chirac, prenne la décision de façon ferme, disons-le, clairement. Il a dit voilà, le comité propose, il a dû réfléchir, il a examiné le pour et le contre, ce sera le 10 mai. Et ensuite, bien sûr, l'ordre, en quelque sorte, et la discipline s'est rétablie. Mais je voudrais saluer Madame Girardin, qui à l'époque a été ministre de l'Outre-mer et qui a soutenu de bout en bout le comité dans ses travaux et dans le choix qui a été fait du 10 mai, parce qu'elle avait assisté aux étapes qui aboutissait à cette proposition. C'est une proposition, bien sûr, le gouvernement seul décidait, et elle a soutenu le comité, et ça a été d'un très très précieux. Si le 10 mai n'avait pas été retenu à ce moment-là, nous repartions dans un débat pour X mois, voire plus. Donc maintenant, c'est entré dans les mœurs. Le 10 mai, ben voilà, ce sera le jour de la... Et on a véritablement l'impression que ce 10 mai, finalement, il s'impose, et que chaque année, il y a ces commémorations, et en particulier ici au Sénat, au Jardin du Luxembourg, et que petit à petit, mine de rien, le temps fait son œuvre et on commémore. Ça devient une tradition républicaine. Petit à petit, ça va rentrer. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est-à-dire que je pense que l'outre-mer, pour l'outre-mer, le 10 mai, c'est bien qu'il y ait une journée nationale. Un jour où on célèbre l'abolition de la traite, de l'esclavage et on rappelle cette tragédie, on rappelle cette tragédie. Oui. Mais ce n'est pas, c'est pas un jour, ce sera jamais un jour qui sera aussi important que les dates qui sont célébrées dans chacun des départements et notamment à Mayotte ou à La Réunion. Des dates différentes, c'est un jour important. C'est vraiment un jour important. La présence, par exemple, de Nicolas Sarkozy lors de cette cérémonie des présidents, lors de cet hommage, c'est normal. C'est pas une fin en soi, c'est normal. C'est la moindre des choses et c'est la marque déjà d'une considération pour ce jour. Et c'est important qu'il existe au niveau national, au niveau de l'Hexagone. Voilà. L'absence du président de la République aux deux précédentes célébrations avait été remarquée, avait été soulignée avec beaucoup d'amertume. Voilà. Je rappelle qu'en 2008, c'est le président de la République qui avait choisi que la cérémonie ait lieu à Bordeaux, au moment où Bordeaux inaugurait dans son musée, le musée d'Aquitaine, 4 salles magnifiques consacrées à l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Le président n'est pas venu. Et ça a été très très mal perçu. Très mal vécu, donc là, très mal l'an perçu. dernier non plus. Cette année, il y a, avec un discours qui est relativement consensuel, quelques erreurs de date près, mais ça, bon. Alors Marcel Dorigny, nous ne vous sommes pas évoquiez ici pour corriger tout à l'heure l'histoire. Différents territoires qui ont été marqués par l'esclavagisme, Haïti en particulier. Et c'est un Haïtien qui se trouve à côté de Myriam qu'on retrouve tout de suite. Myriam, c'est à vous.
Oui, Pierre-Henri. Jean-Claude Joseph, avec qui on va évoquer Haïti. Haïti, île martyre, Haïti oubliée de Dieu depuis ce séisme terrible, mais Haïti aussi qui a une histoire si particulière au regard de l'esclavage. C'est Toussaint l'ouverture et c'est la révolte des esclaves, Monsieur Joseph. Je peux me permettre de vous dire que Haïti n'est pas oublié de Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui nous a sauvés. Compte tenu de la croyance que nous avons, n'est-ce pas vrai, en Dieu, eh bien, il a protégé ses fils. Depuis le tremblement de terre, il y a des enfants qui ont eu la chance d'être sauvés et en même temps des adultes. Et depuis, la vie continue. Haïti doit renaître. Rappelez-nous l'histoire d'Haïti et pourquoi vous êtes ici sur cette mémoire de l'esclavage. Eh bien, vous savez très bien que Haïti est le premier pays noir indépendant depuis le 1er janvier 1804. Et depuis, la vie se multiplie. Nous n'oublierons jamais, n'est-ce pas vrai, l'histoire de nos aïeux, l'histoire de nos ancêtres. Dans la nuit du 22 août 1791, la cérémonie du bois caïman, ainsi de suite, la proclamation le 1er janvier 1804. Donc quand on parle de l'indépendance, quand on parle de l'abolition de l'esclavage, je pense que Haïti fait partie du premier rang. Or, aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Je dois remercier Madame Taubira, Christine, qui a créé cette loi, juste pour faire rappeler que nous avons eu une histoire qui est riche et vivace. Et je dois vous remercier aussi de m'avoir donné l'antenne pour pouvoir m'exprimer. Je peux dire vive Haïti, vive la France, parce que Haïti est dans la francophonie. Merci. Oui. Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Et une fois de plus, il ne faut jamais oublier Haïti, parce que Haïti a besoin de vous. Haïti a besoin de la francophonie, Haïti a besoin de tout le monde, parce que le pays se retrouve dans un état chaotique, dans un état piteux. Donc, c'est de jour en jour qu'on essaye de faire de notre mieux. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. À vous, Pierre-Henri. Vous l'imaginez, vous le voyez, les jardins se vident progressivement. Et si on arrive à trouver encore quelques invités à ce micro, on le fait dans un instant. Nous serons bien accueillis, Myriam, et puis merci en tout cas de ces propos touchants de nos amis haïtiens. Toujours partagé entre la fatalité et puis malgré tout l'espoir qui demeure. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. L'haïtien n'est pas fataliste. Oui. L'haïtien est très croyant. Le peuple haïtien est très croyant. Et loin d'être fataliste. Très fier. Et justement, même dans le malheur, même dans les pires moments, ils disent toujours... On va repartir, on va se relever et on va continuer. C'est ce qu'il disait. Il n'y a pas de fatalisme chez eux. Même si on a les pires catastrophes, le séisme, des épidémies et autres, on repart. On est toujours... Et à ce niveau, ils ont été les premiers. Première république noire dans la Caraïbe. Ils ont été les premiers et ils sont encore... Il reste un exemple. Je vais dire qu'ils devraient être un exemple de par cette solidarité qui existe entre eux, de par cette fierté qui émane d'eux quand on les rencontre, quand on les côtoie. Ça devrait effectivement servir, non pas seulement au pays de la Caraïbe, mais dans le monde. Ça devrait être un exemple. Finalement, Marcel Dorigny, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas une histoire de l'esclavage. Il y en a beaucoup et multiples, variées, sur des territoires. Bon, les territoires de l'esclavage colonial sont immenses, puisque ça va de l'Amérique du Nord jusqu'à l'extrême sud du continent. Il y a eu des esclaves jusqu'au Chili, jusqu'en Argentine. Toute la Caraïbe est baignée dedans. N'oublions pas l'océan Indien, qui est toujours oublié, mais les Mascareignes, Bourbon, la Réunion d'aujourd'hui, l'île Maurice, donc autrefois l'île de France, sont des îles à esclaves de même nature que la Martinique ou la Guadeloupe. Alors pour Haïti, je crois qu'il faut rappeler tout de même cette histoire singulière, glorieuse et dramatique. Parce que Haïti, effectivement, a imposé son indépendance face à une tentative de rétablissement de l'esclavage et de mise au pas, en quelque sorte, envoyée par Bonaparte en 1801, et ça aboutit donc à l'indépendance en 1804, début 1804. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance toute seule. Cette indépendance n'est pas reconnue. Il faudra attendre 1825 pour que la France officielle, la France de Charles X, nouveau roi, reconnaisse l'indépendance d'Haïti. Et cette reconnaissance a été conditionnelle. Elle a été liée au paiement
par les Haïtiens, par l'État haïtien, d'une indemnité pour rembourser les propriétaires. Alors non pas les propriétaires d'esclaves, ça n'a jamais été dit dans les textes bien entendu, ni dans les comptes, dans les registres de comptabilité, mais pour rembourser les habitations, rembourser les plantations. Or, on sait très bien que l'estimation de la valeur d'une plantation est proportionnelle au nombre d'esclaves. Oui. Donc là, on touche le problème de l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Et l'indemnisation a eu lieu également après la résolution Schœlcher en 1848. Haïti a remboursé elle-même, la population haïtienne a remboursé elle-même la valeur de ses plantations. Je rappellerai que le dernier versement de cette indemnité a été effectué en juillet 1883. Donc très longtemps après. Presque 80 ans après l'indépendance. Alors quant aux abolitions dans les territoires français, l'abolition de 1848. Schœlcher, oui. Schœlcher, effectivement, lui, sur le principe... Parce qu'après, on retrouve Myriam avec Schœlcher, son invité. sur le principe, était contre une indemnisation aux planteurs. Mais il n'était pas seul. La législation qui a été votée, la loi qui a été votée, en application du décret du 27 avril, prévoyait une indemnisation. Une commission de l'indemnité a été mise sur pied, elle a siégé pendant 4 ans, et donc jusqu'en 1852, les propriétaires d'esclaves de tous les territoires français ont été indemnisés. Il ne faut jamais l'oublier. Mais alors la différence, ce ne sont pas les esclaves qui ont payé leur indemnité, c'est la République française. Alors qu'Haïti, ce sont les anciens esclaves qui ont payé. Merci Marcel de Rigny. On retrouve tout de suite le Jardin du Luxembourg. Myriam, vous êtes en compagnie du chanteur Abdelmalik. Absolument, Pierre-Henri. Le chanteur Abdelmalik qui me disait, en vous attendant, qu'il venait chaque année, depuis que cette journée du 10 mai est mise en place. Ça fait 6 ans que vous ne manquez pas cette cérémonie au Jardin du Luxembourg. Pourquoi est-ce si important pour vous ? C'est important parce que le devoir de mémoire, c'est important. C'est important parce que ces moments où tout d'un coup, on peut véritablement partager ensemble dans le fait de reconnaître l'autre, de reconnaître la douleur de l'autre. Mais l'autre faisant partie de nous aussi, puisque la communauté nationale dans son entièreté, il y a cette diversité-là aussi. Et donc le fait d'être là, c'est hyper important. Les actes parlent plus fort que les mots. On aura beau dire tout ce qu'on veut, l'essentiel c'est les actes et cette possibilité de pouvoir partager tous ensemble. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de France, ça fait partie de notre histoire. C'est important que d'être là. Ce combat pour transmettre cette mémoire des traites négrières, de l'esclavage, vous le menez à travers les textes que vous écrivez dans vos chansons ? Oui, je le mène, mais au-delà d'être simplement dans une forme comme ça de militantisme extérieur, il y a le fait de vouloir véritablement partager avec tous les Français, avec tous mes compatriotes. Et parler de ça avec mes compatriotes, ensemble, nous tous. Donc au-delà de simplement quelque chose qui serait où j'instrumentaliserais ça, même si j'en ai parlé, ce qui est important, c'est de le vivre pleinement et de dire voilà, on est tous ensemble, voilà notre histoire à tous, même si ça ne nous concerne pas directement, c'est notre histoire, ça fait aussi partie de notre histoire, de l'histoire de France. Quel combat il reste à mener aujourd'hui ? En quoi cette question de la mémoire, de l'esclavage est encore d'actualité ? Elle est encore d'actualité dans le fait que, évidemment, les choses ont évolué, évidemment, mais elle est d'actualité dans le rapport aux valeurs. Parler de liberté, d'égalité et de fraternité, ça reste pertinent. Dans une époque où, au lieu de rassembler les gens, on les sépare. Dans une époque où il y a certaines personnes qui ont une démarche comme ça plus populiste que politique. À une époque où chacun est là en disant qu'on est différents les uns des autres, au lieu de dire que regardez, de chercher ce qu'on a d'identique. Dans une époque où le politique sépare alors que le politique devrait fédérer et rassembler. Dans une époque où il peut y avoir du racisme, vous le diriez ? Dans une époque où il peut y avoir du racisme, dans une époque où il y a du racisme. Et donc il est important comme ça de dire oui, on doit avancer ensemble. En réalité, on est une même famille, cette famille unie justement sous ces valeurs républicaines, laïques, démocrates. C'est hyper important. Les artistes ont autant de responsabilités que les maîtres d'école, j'ai envie de dire, les professeurs, les enseignants ? Non, les artistes ont autant... Dans la transmission de cette mémoire ? Dans la transmission de cette mémoire, les artistes comme vous, journalistes, comme tout citoyen, on a tous une responsabilité. On a tous une pierre à l'édifice, une pierre à mettre dans cet édifice-là. Donc voilà, finalement, j'ai pas plus de responsabilité que vous, finalement. Mais vous êtes là et puis moi, j'essaye de le faire avec mon arme désuée qui est la plume. Merci beaucoup, Abdelmalik. Voilà Pierre-Henri pour ces invités qui, je vous le disais, s'en vont un à un pour regagner bien leurs activités. C'est donc sûrement la fin de ces interviews. Si je trouve quelqu'un évidemment d'intéressant à vous pour discuter à nouveau, je le ferai bien évidemment. Ça risque d'être un peu court. Merci en tout cas Myriam et merci à vos invités. Merci à vous sur le plateau des chaînes parlementaires. Nadia, on l'écoutait à l'instant, Abdelmalik qui vient tous les ans
tous les 10 mai, il vient à cette cérémonie du 10 mai contre l'esclavage et pour l'abolition. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait chaud au cœur, des paroles comme ça. Ça fait chaud au cœur, c'est bien. Et c'est pour ça que je disais que c'est nécessaire. C'est-à-dire cette journée nationale dans l'Hexagone est essentielle parce qu'il y a aussi beaucoup d'ultramarins qui vivent dans l'Hexagone et qui n'ont pas la possibilité effectivement d'assister aux cérémonies du 22, du 27 avril. Voilà, c'est important. C'est aussi pour eux un moment important qu'il faut partager. Sa présence tous les ans montre bien que lui aussi, il a pu voir l'évolution des choses. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur cette notion. Ce sont les initiatives des associations, des municipalités, des parlementaires, les initiatives collectives même, qui vont faire changer les choses, qui vont faire que on va considérer l'esclavage comme une partie de l'histoire de la France. Et les choses, elles changent. Et les choses, elles changent. Et puis juste pour vous dire que on a, nous, sur France O, ce soir, on a 3 documentaires qui vont passer. C'est un archipel spécial dédié justement à l'hommage, cet hommage à l'abolition de l'esclavage. Il est intéressant de voir d'ailleurs que les médias aussi s'y mettent, s'intéressent à ces dossiers, à cette question. Petit à petit, mais ça vient. En tout cas, merci à vous, Nadia Lacroix, d'être passée chez nous ce matin. Merci à France O qui a retransmis cette émission. Merci à vous, Marcel Deligny, de tous vos éclairages et de vos analyses sur cette journée un peu particulière du 10 mai. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.